Monsieur le préfet, monsieur le maire, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le soutien du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du collectif en conseil augmenté WIV, de la compagnie de Falsbourg, constructeur, développeur, promoteur immobilier, et avec le partenariat du journal La Tribune. Top, je suis un homme français né en 66 en Provence. Je me caractérise par ma démarche assurée, mes épaules carrées, ma barbe taillée. J'ai la voix veloutée, l'accent chantant. Je suis. Eric Cantona, le footballeur, c'est non. Christophe Castaner, la figure phare de la République en marche. On confond ces deux cacous de Provence, passés par plusieurs clubs. Alors que l'un fait ses débuts à l'AJ Auxerre, l'autre commence dans les rangs du Football Club Socialiste. Ce parti, né en 1905, est mort en 2017, âgé d'environ 6%. Mais ça, vous l'avez vu venir, n'est-ce pas, monsieur Castaner? Vous êtes un ancien de la formation à la Rose, un social-démocrate tendance rocardienne. Maire adulé de Fort-Calquier, votre ville provençale de cœur, pendant 17 ans, vous devenez député de la circonscription en 2012. C'est pour votre maman, partie quelques mois plus tôt, que vous avez une pensée émue lorsque vous entrez à l'Assemblée. Votre histoire est peu commune, votre histoire familiale est peu commune. Encore minot, déjà rebelle, vous claquez la porte de la maison à 17 ans pour vivre le rêve marseillais. Entre vie nocturne, sortie en boîte et partie de poker. Vous vivez des cartes ces années-là, attirés par l'argent facile et les grosses cylindrées. Celle qui vous remettra dans le droit chemin s'appelle Hélène. C'est votre femme, rencontrée au lycée, en classe de seconde. Ah, la seconde. Un grand cru pour les mâles d'En Marche. Vous obtenez votre bac à 20 ans, en candidat libre, au rattrapage. Mais revenons à la politique. Vous vous lancez à l'assaut de la région PACA en 2015. Vous prenez une rouste par la nièce Le Pen et le motard Estrosi. Vous vous retirez de la course pour éviter la victoire du FN. Et ça, vous vous en souviendrez longtemps. Vous êtes un sacrifié parmi tant d'autres. Toutes ces régions perdues, c'est la Bérésina au PS. Le bateau coule et votre avenir est plus qu'incertain. Mais la politique, c'est être au bon endroit au bon moment. Vous quittez le navire et posez le pied sur un radeau à l'ambition démesurée. Ce radeau de fortune, c'est pas celui de la Méduse, mais celui de Jupiter. Ce dieu. Vous l'aviez rencontré un an plus tôt en tant que rapporteur de la loi Macron. Emmanuel. Tout est fascinant chez lui. C'est vous qui le dites, et vous le dites avec des étoiles dans les yeux, comme une adolescente transie. Tout est fascinant chez lui. Son parcours, son intelligence, sa vivacité, sa puissance physique même. Vous en serez le fidèle porte-parole pendant la présidentielle. Énergique, vous endossez également le rôle du chauffeur de salle. Pendant un meeting, vous entonnez un « Qui ne saute pas n'est pas Macron ?» Un peu gênant. Le replay sur YouTube confirme que vous tapez mieux sur Mélenchon que dans vos mains. Et votre champion remporte l'Élysée. On vous charge des relations avec le Parlement. Faites place, voici Castaner le cacou, du gouvernement. Et comme vous avez la langue bien pendue, on vous nomme aussi porte-parole pour ne pas changer, mais du gouvernement cette fois. La France découvre un Castaner qui s'empare des sujets difficiles. Voler au secours de la ministre du Travail, présent. Monter à la castagne avec le FN, présent. Démolir le général de Villiers, le qualifiant de poète revendicatif, toujours présent. Mais tout le monde n'est pas gaillard comme vous. Prenez les jeunes députés d'En Marche, par exemple, tout fraîchement investis. Il y en a, c'est des vrais branquignoles. Qui, sinon vous, leur apprendra la vie? Qui leur dira qu'on ne va pas chez Bourdin comme on va aux champignons? Devant les cagades de vos députés à l'Assemblée, vous promettez que ces batous sortiront les cahiers de vacances cet été. Et qu'importe si en Provence, il fait pas bon travailler quand la cigale chante. Vous êtes l'homme fort de ce début de quinquennat. On vous voit partout. C'est presque de l'hyper-présence.
Et ça marche du tonnerre avec le Premier ministre, que vous appelez mon poulet. Rien d'étonnant à ce que le président vous choisisse pour prendre la tête de son parti. Pour diriger En Marche, il y avait besoin d'une gueule, quelqu'un que les gens connaissent. Vous êtes élu délégué général en novembre dernier, après une élection à main levée et à candidat unique. Un tour de magie en somme, de la poudre de perlimpinpin, jetée aux yeux des militants. Robert Mugabe en personne n'aurait pas eu l'idée. Même les cadors de la République En Marche n'avaient pas envie de venir voter, faisant preuve du même investissement que celui d'un étudiant ESSEC pour sa quoi, 4e, 5e association. Allons, allons. Dignitas et gravitas. Un peu de sérieux. Enraciner le parti pour les européennes, les municipales, voilà la lourde tâche qui vous incombe. Ces élections-là, elles ne se gagnent pas à Paris, mais dans les territoires. On entend d'ici vos dents qui jouent des castagnettes. Prenez garde, monsieur Castaner. Un chapeau vaut mieux que deux coiffes. Ça va mal tourner si vous continuez de jongler entre vos deux casquettes, celle de médiateur en charge des relations avec le Parlement et celle, beaucoup plus partisane, de délégué de la République En Marche. Et puis, vous irez prendre l'air sur la canne-bière si ça tourne au vinaigre. Vous lorgnez la mairie de la cité phocéenne, ça crève les yeux. Et comme vous le dites, Marseille, ça ne se refuse pas. Les mardis vous souhaitent à toutes et à tous un excellent débat. Christophe Castaner, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, vous pouvez, si vous le souhaitez, revenir sur la présentation qui vient d'être faite par Daniel. Ah oui, je peux revenir. Bonsoir à toutes et à tous. Je reprends le protocole excellent qui vient d'être fait, comme ça je salue collectivement ceux qui, ce soir, avaient plein d'autres choses à faire, mais si on est plus tard, il y a un ministre qui est là, on est obligé d'être là. Monsieur le préfet, je suis vraiment désolé. Je voudrais juste rebondir sur 2-3 choses. Je vais évidemment pas contester, je disais tout à l'heure, il faut assumer la caricature, et là en plus elle était gentille, mais c'est arrivé qu'elle soit plus violente, mais par nature il faut l'assumer. On est dans une société qui a du loisir et du plaisir aussi à se moquer, et je pense que celles et ceux qui prétendent briller doivent assumer aussi ce regard critique, et dans tous les cas, voilà. Je voudrais quand même préciser 2-3 choses. Sur la formule « comme on va aux champignons », laisse penser qu'aller aux champignons, c'est facile. Et c'est beaucoup plus complexe que ça me paraît d'aller aux champignons. Chez moi, dans la montagne du Lure, il y a les cèpes l'été, et là, c'est la saison des truffes, c'est une année catastrophique en Provence pour les truffes, et c'est pas facile d'aller aux champignons. Ensuite, il y a la remarque sur mon poulet. Alors ça, tout le monde ne savait pas forcément, mais il se trouve que lors d'un meeting, le meeting d'investiture, où j'ai été brillamment élu délégué général de la République En Marche, j'avais évidemment des micros, et puis le Premier ministre monte sur la tribune, et à ce moment-là, je me penche vers lui, j'avais besoin qu'il me rassure sur la qualité du discours que je venais de commettre, et je lui dis, ça allait mon poulet. Manque de bol, les micros étaient encore branchés en direct sur BFM, LCI, etc. Et ça m'a valu, pour mon anniversaire il y a quelques jours, on a dîné ensemble le soir de mon anniversaire, parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai noué des relations personnelles avec lui, et que je l'apprécie beaucoup, et donc ça m'a valu 2-3 cadeaux, dont un qui était vivant, il m'a offert un poulet, qui donc maintenant règne dans les jardins du ministère. Un poulet vivant, oui, non, je ne l'ai pas bouffé, hein, depuis. J'ai fait gaffe, voilà. Et puis j'ai une question, quand on dit un candidat unique, c'était un qualificatif positif, c'est ça? Unique? Non? Ah non, bon, tant pis. Alors, nous allons aborder pendant ce débat 3 grands thèmes. Quelques points choisis de la politique actuelle du gouvernement. Ensuite, les relations de ce gouvernement avec le Parlement. Et enfin, le mouvement La République En Marche en lui-même. Avant de commencer, une question sur un rôle que vous n'occupez plus, mais auquel on continue à vous associer, celui de porte-parole du gouvernement. En novembre dernier, lorsque vous êtes devenu délégué général de La République En Marche, vous avez quitté ce poste de porte-parole. Aujourd'hui, vous continuez à vous exprimer régulièrement et à défendre la politique du gouvernement. Y a-t-il une différence dans la façon dont vous réagissez à la politique du gouvernement depuis que vous n'êtes plus porte-parole? Oui. Oui, parce que j'ai une liberté qu'un porte-parole n'a pas forcément. Et c'est vrai que du coup, je peux interroger sur certains sujets. Je vais vous prendre un seul exemple. J'ai fait le grand jury RTL, Le Figaro, dimanche midi. J'ai une question sur le congé parental. Doit-il être obligatoire ou pas pour les pères de famille? Et j'ai dit que moi, je pensais que ça devait être obligatoire.
parce que la question de l'égalité faisait qu'on était tellement en retard sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans ces responsabilités-là, celles de père ou de mère, que je pense qu'il y avait des vertus au caractère obligatoire. Je prenais un comparatif. Quand on a inventé un nouveau mode d'élection pour les élections départementales, où on a mis des tickets, une femme, un homme, on est passé d'une parité où dans un département comme le mien, il y avait la parité, il y avait 29 hommes, une femme. On est passé à un système où il y avait 15 hommes, 15 femmes, et ça a changé le mode de fonctionnement du conseil départemental. Et donc j'ai pris cet exemple, et je dis que moi j'y étais favorable, alors que je savais que la ministre en charge de ce dossier, elle considère qu'il ne faut pas le rendre obligatoire. Le porte-parole ne l'aurait pas fait. Et ça a été repris dans la presse comme étant Christophe Castaner pour le congé paternité obligatoire. Oui, mais du coup, c'est pas tranché par le gouvernement, et donc je considère que je dois amener à la discussion. Je vais aborder un sujet qui pourra revenir, mais par exemple sur la question de la loi Asile et Migration, j'ai fait une tribune le 31 décembre pour rentrer dans le débat, mais pas comme on le fait actuellement, peut-être qu'on y reviendra dans des questions, c'est-à-dire combien on accueille, etc., en disant est-ce qu'on accueille bien ce qu'on accueille. J'ai rappelé ce principe fondamental en France du droit d'asile, et j'ai dit, mais est-ce que depuis 30 ans, on accueille bien, c'est-à-dire qu'on intègre bien celles et ceux à qui on dit, vous pouvez venir en France? La réalité est non. Et donc j'ai déplacé dans cette tribune le curseur pour dire, le débat n'est pas quantitatif, il est qualitatif sur la capacité qu'on a à intégrer ce qu'on accueille au titre des réfugiés, c'est-à-dire ces femmes et ces hommes qui ont fui la guerre pour ne pas mourir. Et donc j'ai posé le principe de l'exigence de l'intégration comme un élément corrélatif à cette discussion. Je l'ai posé le 31 décembre. Aujourd'hui, c'est au cœur du débat de ce que nous faisons. Et il y a un député que vous connaissez, Aurélien Taché, qui a travaillé sur ces questions-là et qui aujourd'hui porte cela. Je pense que j'ai contribué à déplacer le curseur. Ça, c'est l'intérêt du mouvement politique que je représente, qui doit, dans le débat, alimenter le débat. Oui, donc vous appréciez d'avoir davantage de latitude, d'avoir davantage de liberté et d'avoir une influence en amont. Moi, j'ai adoré l'exercice même du porte-parole du gouvernement, parce que j'ai veillé à imposer mon style. D'ailleurs, je pense l'avoir réussi, y compris en étant moqué très largement et en assumant de l'être. Mais j'ai imposé mon style, qui est quelquefois de la langue de bois, parce que dans l'exercice, vous avez des sujets qui imposent la langue de bois. Je prends des sujets internationaux, par exemple, outre le fait que je ne suis pas bon. Il vaut mieux éviter de trop en parler, sinon vous dites une bêtise, ça peut avoir des conséquences graves. Et donc, du coup, là, vous êtes contraint à la langue de bois. Par contre, j'ai toujours cherché à dire des choses, à essayer de rester moi-même dans mon style et pas devenir aseptisé. On travaille avec des communicants. On a plein de communicants qui vous conseillent. Si vous écoutez le cumul des communicants qui vont vous donner des bons conseils, vous êtes totalement transparent. Vous prenez zéro risque, mais vous êtes transparent. Je vais prendre un exemple. Pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron, on a eu un grand débat. Emmanuel Macron est passionné de football. Il est passionné d'un club qui est évidemment le meilleur, l'Olympique de Marseille. Et il y avait quelques communicants inconséquents qui lui disaient « ça va pas la tête, tout le monde n'est pas fan de Marseille ». Moi je disais « si, tout le monde est fan de Marseille, il n'y a pas de débat, je parle du foot, hein, je ne parle pas de la mairie ». Mais du coup, voilà, les communicants disaient « non, non, il ne faut surtout pas se prononcer ». Emmanuel Macron, dès qu'il a eu l'opportunité de se prononcer, il s'est prononcé en disant « moi je suis un fan de Marseille ». Et il savait qu'il avait raison. Parce qu'à ce moment-là, il a parlé à tous les supporters de France. Et si, comme disent les Marseillais, on va se mettre sur la gueule avec le PSG, il n'empêche qu'il y a un vrai respect des supporters, parce qu'ils sont supporters. Et donc vous voyez, des fois, il faut savoir dépasser aussi ces bons conseils de communicants. C'est un point commun que vous avez avec Emmanuel Macron, le fait d'être fan de l'OM? Non. Vous supportez qui? Des gars, comme on dit dans le sport. Forcalquier? Non, des gars, ouais, je ne parle pas du club de football de Forcalquier, là, malheureux. Comme je le disais tout à l'heure, directeur général, j'étais maire d'une très grande ville, une sous-préfecture des Alpes-de-France, la 4e plus grande ville du département, où il y a à peu près autant d'habitants que d'étudiants ici. Pas dans la salle, hein, d'étudiants dans le campus. 5000. Et donc effectivement, c'était une petite ville. On va continuer ce... C'était pas forcément un reproche. Je ne sais pas comment je dois le prendre. C'était pas un reproche. Vous avez droit à 3, hein, à la 3e, je m'en vais. Petite ville mignonne. Oui, c'est mignon. C'est très très beau, hein, n'hésitez pas. L'été plutôt. On va poursuivre avec des sujets de société. Oui, alors justement, sur ce qui se passe aujourd'hui en termes de politique du gouvernement, on avait une question particulière qui est liée à la mise en place depuis donc le 23 janvier 2018, liée au renouvellement de la loi bioéthique.
les États généraux de la bioéthique, qui vont avoir comme thème, alors peut-être en discussion ou en tout cas en termes de chape de plomb, l'idée possible GPA en France. On sait que le gouvernement aujourd'hui est opposé à la GPA. En revanche, on aimerait connaître un peu plus précisément la position du gouvernement, parce que vous êtes membre de ce gouvernement, vis-à-vis des différentes condamnations de la France par la CEDH. Donc il y a eu 5 condamnations jusqu'à aujourd'hui. Et on aimerait savoir si aujourd'hui, en réalité, la GPA n'est pas déjà possible de droit lié à des éléments de reconnaissance de la filiation. Ce qui se passe tout simplement, pour expliquer le problème, enfin, si c'est un problème, on le verra, pour expliquer la situation, aujourd'hui, en France, la GPA n'est pas reconnue comme étant quelque chose de légal. En revanche, les enfants issus de GPA à l'étranger sont reconnus pour une question de protection des enfants et aussi de la filiation. Et du coup, on aimerait savoir, notamment au vu de la décision de juillet 2017 dernier, c'est très simple, la Cour de cassation reconnaît ce qu'on appelle le parent d'intention, à savoir le parent qui donne des gamètes mais qui ne met pas au monde l'enfant, la possibilité d'adopter un enfant né d'une GPA à l'étranger avec consentement de la mère. Et on aimerait tout simplement savoir si ce n'est pas un premier pas vers la reconnaissance, la légalisation de la GPA pour une question de conformité avec la CEDH, plus particulièrement d'ailleurs avec la ratification qui a été promise d'Emmanuel Macron du protocole 16 de la CEDH. Alors, d'abord, une réponse juridique. La réponse est oui, tout simplement parce qu'il y a un enjeu juridique de respect de la décision de la CEDH. Et donc, la ministre, la garde des Sceaux, s'est exprimée sur ce sujet en disant qu'il fallait valider la reconnaissance. Ensuite, la question qui se pose, c'est pas seulement celle de la reconnaissance. Parce que c'est la reconnaissance d'un acte qui est interdit en France, mais qui est parfaitement légal dans un autre pays. Et donc, on n'a pas l'extraterritorialité de nos lois. Les Américains trouvent que ça s'applique et c'est formidable. Nous, si ça nous traverse l'esprit, on a peu de chance d'être efficace. Et puis, on va prendre la modestie quand on est la France. Et donc, du coup, on n'a pas vocation à dire ce que fait un autre pays n'est pas légal. Par contre, la conséquence, la filiation, doit être reconnue, puisque la Cour de justice européenne nous a dit qu'il fallait la reconnaître. Et donc, aujourd'hui, sur toutes les procédures qui existent, la garde des Sceaux a fait passer des messages favorables à cette reconnaissance-là. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes favorables à la GPA. La GPA, vous savez que le débat qui a été ouvert, c'est celui de la PMA, procréation médicalement assistée, où là, Emmanuel Macron s'est prononcé pendant la campagne électorale favorablement à la PMA, en disant il faut l'accepter, mais après un débat. Et donc on aura ce débat, notamment dans l'année qui vient, à travers les États généraux de la bioéthique. L'idée est de... Vous allez me dire, oui, mais vous avez déjà la réponse à la question que vous posez. Et je pense qu'il ne faut rien brusquer sur un système qui touche les âmes. Il faut respecter les âmes, les choix, et donc il faut prendre le temps d'expliquer. Les Français, d'ailleurs, aujourd'hui, sont plutôt favorables à la PMA. Sur la GPA, l'argument qui fait que nous ne le souhaitons pas... Une chose de la différence entre la GPA et la PMA, c'est que la GPA, c'est en gros les mères porteuses, et la PMA, c'est la possibilité d'utiliser des gamètes en laboratoire pour ensuite les implanter au sein de l'utérus de la mère qui donne les gamètes, pour ensuite pouvoir donner naissance à l'enfant. Et toute la différence, c'est la marchandisation du corps. C'est-à-dire que vous avez une mère qui fait une prestation, mais je vais démonter mon argument. Du corps comme patrimoine. Voilà, mais je vais démonter mon argument quand même. Il faut être honnête, et je suis sûr que certains y pensent. Mais c'est l'idée de dire qu'il y a une marchandisation du corps. Ce qui fait la différence, c'est effectivement ça. Entre la PMA et la GPA, c'est la marchandisation du corps, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement n'y est pas favorable. Mais on peut quand même s'interroger sur le fait que, effectivement, l'image qu'on a, c'est une Mexicaine qui va pour une mère américaine qui ne veut pas avoir de vergeture, je caricature à peine, accepter de faire une activité commerciale de son corps. Je n'ai pas à juger ni cette dame, ni les raisons, ni même la loi qui s'applique dans ce cadre-là. Mais imaginez que c'est une grande sœur qui sait l'impossibilité d'eux et qui décide, du coup, d'assumer de porter pour le compte de son frère ou de sa sœur l'enfant à naître, on n'est pas dans la marchandisation. Donc mon argument tombe. Mais je vous dis, la position du gouvernement français, c'est celui de considérer que la GPA favorise la commercialisation du corps et qu'il faut protéger le corps de toute approche commerciale. Et du coup, c'est quand même quelque chose d'assez hypocrite de dire faites votre GPA à l'étranger et venez la reconnaître après en France. Je vous ai même donné un argument en France, de la sœur, etc. Mais je pense que les esprits ne sont pas prêts aujourd'hui en France et que sur des sujets comme cela, vous voyez, on n'est pas dans la démonstration juridique.
et ça c'est peut-être une leçon aussi pour que des étudiants qui veulent apprendre, c'est que je pense que la question de l'acceptabilité sociétale d'un projet, pour un maire qui a un projet dans sa commune, mais aussi pour un gouvernement, elle est nécessaire. Il ne faut pas heurter les esprits. Ce que nous avons fait avec le mariage pour tous, et j'ai voté le mariage pour tous, et je ne regrette pas une seconde d'avoir voté le mariage pour tous. Par contre, on l'a fait en assumant une approche conflictuelle. D'autres ont été plus conflictuels que nous. Ceux qui sont en photo là, je vous assure qu'ils étaient nettement plus conflictuels que nous. Mais c'est vrai que du coup, on a un peu hystérisé ce débat. On a voulu en faire un marqueur politique. C'était la grande mesure sociale du quinquennat et on l'a posé comme un marqueur politique. Et du coup, on a accepté cette hystérisation de la société. Une société apaisée, c'est toujours plus facile de l'accompagner qu'une société qu'on hystérise soi-même. Encore peut-être un autre point pour revenir sur ce thème-là, c'est vis-à-vis de la République En Marche. Comment vous faites pour définir au sein du mouvement quelque chose qui peut être aussi clivant, comme par exemple la participation, en tout cas l'acceptation de la GPA par le gouvernement? Comment est-ce qu'au sein de la République En Marche, qui n'existait pas il y a quelques mois, on peut avoir la confluence à la fois de personnes venant du Parti Socialiste, venant des Républicains ou d'autres traditions politiques? Comment vous faites pour définir une position en tant que délégué général de la République En Marche? Alors, c'est une vraie bonne question. Il y a d'abord plein de sujets sur lesquels... Les autres n'étaient pas... On a... Non, jusque-là, c'était pas... Mais là, c'est bien. Jusque-là... Non, ce que je ne disais pas ça. Donc, on a d'abord un corpus idéologique. Il y a des sujets sur lesquels on a un discours clair qui est le corpus, même si sur les mots, chacun va référencer Emmanuel Macron. Je prends la question du rapport au travail, du rapport au progrès, du rapport à l'Europe. On en parlera peut-être dans vos questions. Aujourd'hui, on a un corpus qui est extrêmement clair. Mais il y a plein de sujets sur lesquels, effectivement, il n'y a pas de corpus. Mais rassurez-vous, c'était le cas aussi au Parti Socialiste. Quand moi j'étais au Parti Socialiste, il y a plein de sujets sur lesquels on a évolué avec la société. Et donc, c'est plutôt la question de la méthodo. Il y a des valeurs qui seront des guides. La question de la liberté, et pas au sens libéral économique, mais l'approche libérale de chacun, j'aurai peut-être l'occasion de développer cela, est un élément qui va nous éclairer dans un choix. Et là, effectivement, c'est la question de la liberté de choix, de la liberté de choix sexuel, etc., qui doit être un marqueur de toutes nos décisions. Et c'est peut-être que quelquefois on oppose à la question de, on vous dit dans le vocabulaire classique droite-gauche, ce sera l'individu contre le collectif. Moi je préfère poser la question de la liberté. Et ensuite, c'est parce qu'on a ces référentiels-là qu'on a des collectifs. Moi j'ai un pôle idée au sein de la République En Marche. Je suis en train de structurer tout ça, et où on va travailler sur des débats de société par exemple, avec des groupes d'experts, des groupes de travail, etc. Ça va remonter au bureau exécutif et on va arrêter une doctrine qui sera du coup la position à un moment donné. Ce que je veux vous dire, c'est la vraie différence, c'est d'abord que, et c'est une particularité, je construis un mouvement politique aujourd'hui qui a une double influence. D'abord, sa construction par le haut, par le sommet, Emmanuel Macron, qui a fait un projet présidentiel. Mais ça ne fait pas un projet politique. Moi, l'enjeu pour moi, et je vais être provocateur en disant cela, c'est de préparer l'après-Macron. Je ne parle pas de l'individu. Alors, parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, et donc du coup, préparer l'après-Macron, ce serait trop audacieux pour moi. Mais c'est de préparer le dépassement d'une personne politique pour arriver à marquer ce curseur politique, cette structuration politique-là. Et donc, c'est effectivement sur plein de sujets, il faut quelquefois mettre en mots des éléments de positionnement politique qui sont les nôtres. Il faut les incarner, et c'est le travail que je dois construire avec les équipes qui m'entourent dans les mois, les années qui viennent. On va contribuer au débat sur la bioéthique. Mais la différence avec d'autres partis, c'est que je n'ai pas besoin de chercher dans le petit manuel du bon parfait socialiste ou du bon petit républicain, à la page 29, ce qui est écrit et qui doit être ma doctrine. La doctrine, je la construis toujours avec un certain nombre de référentiels idéologiques, mais une seule question, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Comment je construis aujourd'hui un discours qui dépasse la logique des droits formels pour aller vers les droits réels? Ça, c'est fondamental chez nous. Je vais prendre un exemple. En 2002, Lionel Jospin, une des dernières grandes lois qu'il a faites, c'est le droit au logement opposable à tous. Est-ce que ça marche? La réponse est non. Chacun le sait. Dans ce département, dans cette commune, on le sait. Et pourtant, on a une loi qui a posé le principe du droit au logement opposable à tous. Ça, c'est pas comme ça qu'on veut fonctionner. On veut assumer de passer vers une logique de droit formel à des droits réels. Et donc c'est le débat sur l'émancipation, c'est le débat sur l'accès à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui l'école est égale pour tous? À l'accès, oui. Est-ce qu'il y a de l'équité? On aura l'occasion de revenir sur le bilan de M. Blanquer. C'est vrai, là je suis sur la question de la méthodologie. C'est-à-dire dépasser le principe d'égalité d'accès, parce qu'on sait que tout le monde peut accéder à l'école, c'est vrai, tout le monde peut aller à l'université, il n'y a aucun problème, mais au bout du compte, j'ai 60% des étudiants qui au bout de 4 ans sont dans le mur.
Et donc c'est la question de l'équité qui doit rentrer en compte, pour construire cette réponse théorique, en mots, qu'il nous faut faire. Justement, un autre sujet à propos duquel la doctrine d'En Marche n'est pas clairement définie, c'est la question de la consommation du cannabis. Il y a quelques semaines, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé qu'une amende forfaitaire serait mise en place pour les consommateurs de cannabis. On évalue en France le nombre de consommateurs à 1,4 million de personnes, dont 700 000 réguliers, quotidiens même. Est-ce qu'une amende est réellement la meilleure solution pour réduire la consommation de cannabis? Alors, d'abord, ce n'est pas Collomb qui l'a annoncé, en fait, c'était une annonce du président de la République, alors candidat, qui avait annoncé ça. Justement, la position d'Emmanuel Macron n'a jamais été très claire. Si, pendant la campagne, il avait dit « Je veux non pas dépénaliser, mais contraventionnaliser le cannabis par une amende forfaitaire ». Donc, même si à un moment, dans son livre, il s'interroge, dans le livre de Révolution, vous avez raison, il s'interroge sur l'usage. Premier constat, c'est est-ce que le système répressif actuel fonctionne? La réponse est non. À plusieurs niveaux. D'abord parce que la consommation existe, voire même elle augmente, et ensuite parce qu'elle embolise totalement le système judiciaire et policier. En 2016, il y a eu 170 000 contrôles de gens en train de fumer des pétards. Il y a eu, in fine, 12 000 rappels à la loi ou injonctions thérapeutiques. Et il faut savoir que pour le policier qui va vous attraper en sortant, surtout vous, en train de fumer un pétard, ça va lui faire 6 heures de procédure, puis ça va remonter dans le système judiciaire, ça va faire 6 heures de procédure supplémentaire. Tout ça pour aboutir à moins de 10% de gens qui font juste le rappel à la loi. Donc l'idée, c'est de considérer, alors ça peut être un débat, mais de considérer que l'usage de stupéfiants et des drogues, même douces, est dangereux, en particulier, je dis, pour les plus jeunes jusqu'à 25 ans, parce qu'il y a de vrais... L'abus peut provoquer des dégâts que vous n'aurez pas forcément quand vous aurez 40 ans ou 50 ans comme moi. Je ne dis pas ça pour annoncer quelque chose, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire de la prévention sur ces sujets et donc il ne faut pas dépénaliser parce que ce serait banaliser le système. Après, il y a une raison qui peut plaider pour la dépénalisation, c'est le fait de dire on va tuer le commerce qui existe sur ces sujets-là parce qu'on aura une commercialisation comme dans certains pays du nord de la France qui sera mieux organisée et donc on n'aura pas ce banditisme organisé autour de cela. Mais en synthèse, la volonté c'est de constater, et ça c'est une vraie ADN de ce qu'on fait, c'est de constater ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, le système répressif qui pénalise et qui délictualise la consommation ne fonctionne pas. Ben, on tente autre chose. Et je peux vous dire que ma fille de 15 ans, si un jour elle rentre à la maison et qu'elle me dit « Papa, je me suis pris une amende de 150 € parce que j'ai fumé un pétard », ben elle sera beaucoup plus embêtée que s'il y a une procédure parce qu'elle sera contrôlée à 15 ans et qu'au bout du compte, je ne saurai jamais. Donc, on embolise le système, donc ça n'a aucun intérêt. Moi, je préfère que les policiers ou les gendarmes soient mobilisés à faire des vraies fonctions de sécurité et pas ce genre de procédure. Et pareil pour les magistrats. Et deux, ça n'a aucune efficacité. Donc, nous pensons que la contraventionnalisation, vous roulez trop vite, vous prenez une prune, vous fumez un pétard, vous prenez une prune, ce sera plus efficace. Donc, la position du gouvernement est figée et il n'y aura jamais de dépénalisation? Alors, le gouvernement actuel n'est pas favorable à la dépénalisation. Oui. Et là, il y en a qui disaient merde. Mais bon. Fébrilité dans la salle. Il y a deux choses. Il a dit un gros mot et voilà, je suis désolé. Le gros évidemment, répéterait pas. Non, maintenant, une autre question, peut-être qui est plus liée à l'image du gouvernement, qui est répétée à l'envi, notamment par les partis d'opposition, en particulier, nous étions à l'Assemblée la semaine dernière, par la France Insoumise. Qui répétait énormément la France des riches, enfin le gouvernement des riches. Le président des riches. Le président, le gouvernement des riches. Voilà. Et il y a un rapport qui est sorti, vous savez, le rapport de l'OSCE, Observatoire de Sciences Po, sur le budget 2018, qui en gros prend des mesures fiscales et dit voici quels vont être les impacts positifs, négatifs, sur différentes classes de la population, les classes aisées, moyennes et défavorisées. Et ils sont venus à un constat, on remarquera d'ailleurs que La République En Marche a fait plusieurs annonces aussi pour expliquer en termes de pédagogie, mais on aimerait aussi avoir votre retour. Donc plusieurs impacts, par exemple ici on le voit sur les slides, donc un impact neutre pour les classes moyennes, donc qui sont liés à l'abattement de la taxe d'habitation plus le crédit aux emplois à domicile, mais de l'autre côté, une hausse de la fiscalité, l'écologie et du tabac. Donc c'est 1 € de plus, je crois, cette année, contrairement à 4% d'augmentation sur les 3 dernières années.
ainsi qu'une augmentation de la CSG. On le voit sur d'autres slides qui vont suivre sur les classes défavorisées. Il semble même qu'en 2018, il y ait un poids supplémentaire vis-à-vis des classes, elles, favorisées, qui, elles, vont recevoir la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à tous ceux qui vous disent c'est un gouvernement des riches, par les riches, pour les riches? Alors, deux réponses. Une technique, mais comme je suis devant les secs, je peux la faire. Cette étude ne prend pas en compte l'ensemble des données. Alors d'abord, il y a les données d'évolution. Si aujourd'hui on veut taxer le tabac, c'est pas pour faire des recettes. C'est pour diminuer la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, parce que le paquet à 12 €, il freinera personne qui a les moyens que j'ai. Par contre, le paquet à 10 €, il peut freiner un jeune qui va rentrer dans le tabac. Donc c'est une mesure qui a montré son efficacité ailleurs, et donc c'est une mesure de lutte contre le tabac. Premier élément, si je lutte contre le tabac, ça veut dire que je me fixe l'objectif d'avoir moins de recettes fiscales sur le tabac. Donc il faut prendre en compte la dynamique d'une recette, ça n'est pas le cas. De même, il faut prendre la dynamique des autres dépenses. N'ont pas été pris dans le calcul que vous présentez, c'est pas un reproche que je vous fais, mais que je leur fais. C'est le rapport de l'OSCE qui est sorti. Bien sûr, mais que je fais à l'OSCE, n'ont pas été pris en compte l'augmentation du minimum vieillesse, l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, autant de mesures qui sont pour les plus fragiles, qui n'ont pas été prises en compte. Donc du coup, nous contestons l'analyse économique qui est faite. Mais il faut reconnaître que quand on prend une mesure sur l'ISF, évidemment, elle bénéficie à ceux qui payent l'ISF. Quand on prend une mesure de baisse d'impôts, il faut avoir en tête qu'en France, 50% des gens ne payent pas d'impôts. Donc quand je prends une mesure de baisse d'impôts, j'assume qu'effectivement, je ne m'adresse qu'à 50%. Et quand je prends l'ISF, je ne m'adresse qu'à 10%. Mais en gros, c'est un pari économique que nous faisons. Celui de l'attractivité et celui de réinjecter. Sa théorie du premier de cordée. C'est pas une théorie, le premier de cordée, c'est une dynamique. Il faut un premier de cordée qui tire la cordée. Certains ont considéré que parler du premier de cordée, c'était on favorise que le premier, c'est totalement idiot, et je n'ai pas compris cela dans votre question, mais d'autres l'ont fait. Parce que la logique de la cordée, c'est que vous tirez tout le monde vers le haut. C'est ça l'objectif d'une cordée. C'est qu'il y a effectivement le leader qui est en premier et qui tire l'ensemble. Et donc je vais finir sur la question de l'ISF. On fait un pari économique, qui est celui de privilégier, parce qu'on est dans un pays qui, depuis des années, a une fiscalité qui favorise la rente, notamment l'immobilier, et qui pénalise le risque, notamment l'intervention dans l'entreprise. Et donc on veut inverser cela. Et en disant l'ISF, il reste à l'identique sur l'immobilier, parce que c'est de la rente et que du coup c'est un dispositif qui n'a pas, enfin c'est de l'investissement qui n'a pas besoin d'être aidé, même si c'est une économie en soi. Par contre, on va libérer des capacités d'intervention dans le capital, dans le financement de haut bilan, dans la prise de risque. Et c'est un pari. Certains disent que la transformation de l'ISF en ISFI est juste une période transitoire pour à terme complètement supprimer l'ISFI. Ce n'est pas notre objectif parce que justement on fait la différence entre l'investissement productif et l'investissement qui n'est pas productif. Donc on veut libérer du capital pour aller vers l'investissement. Après je vais vous dire, si l'ISF marchait, nous n'aurions pas été plus que 2 pays en Europe à maintenir l'ISF. Ça fait partie des totems. Ça fait partie des totems politiques. On sait que ça ne marche pas. On sait que chaque année, on a 10 000 personnes qui s'en vont, qui fuient la France et la fiscalité française, et donc c'est autant de recettes en moins. Et pourtant, on continue parce que politiquement, on n'assume pas ce combat-là. Moi, j'étais au Parti Socialiste et je sais que c'était un marqueur entre la droite et la gauche. Mais quand la droite arrivait, elle n'osait pas y toucher non plus. Ben là, on a le courage de prendre un risque. Bruno Le Maire, il n'est pas d'accord avec le mot risque. Moi, je pense qu'il y a une part de risque, parce qu'effectivement, on peut imaginer que cet argent va s'évaporer, ne va pas aller dans l'économie réelle. Mais une chose est sûre, c'est qu'en maintenant l'ISF sur l'immobilier à travers l'ICI, à ce moment-là, celui qui a du pognon, il va bien falloir qu'il en fasse quelque chose. Et donc, on encourage avec d'autres dispositifs, notamment le prélèvement forfaitaire unique, on encourage l'investissement dans l'entreprise, pour une raison simple. C'est parce que c'est dans l'entreprise que se crée l'activité et donc l'emploi. Dans l'entreprise, mais aussi l'investissement spéculatif. Ben, c'est un investissement qui soit en entreprise ou sur des matières premières ou sur différentes valeurs. Mais c'est la notion de risque. Effectivement, vous pouvez, sur ces sujets-là, investir, mais le PFU... Du Bitcoin, par exemple. Oui, mais vous savez que ça touche très peu de gens. On peut toujours fantasmer, vous savez, on va toujours dire, oui, c'est des cadeaux aux entreprises du CAC 40. Aujourd'hui, 93% des entreprises en France ont moins de 10 salariés. C'est ça la réalité de l'économie. Par contre, on a un vrai sujet. On a énormément de petites entreprises, quelques très grandes entreprises et un énorme trou au milieu. Interrogeons-nous sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui les entreprises de taille intermédiaire ne se développent pas en France. Alors même que ce sont les seuls qui ont une capacité de recherche et de développement et que ce sont les seuls qui ont une capacité de développement à l'international. En Allemagne, vous avez une structure d'entreprise qui est totalement inversée.
Et ce sont les entreprises intermédiaires qui font la dynamique allemande. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en France, on a inventé les seuils. Moi, il y a 3 ans, je me suis participé au Congrès national des experts comptables. J'ai entendu le président des experts comptables dire « J'interdis à mes clients de dépasser 49 emplois ». Et bien ça, on n'a pas touché au seuil, on a juste libéré le franchissement de seuil de toutes les contraintes qu'il avait, avec notamment les ordonnances travail, et je vous assure que vous verrez, ça j'en suis convaincu et c'est pas un pari, vous verrez une évolution de la structure des entreprises et vous aurez des boîtes qui n'auront plus peur d'embaucher au-delà de 49 salariés. Alors nous allons passer à la deuxième partie de ce débat qui est consacrée à votre fonction au sein du gouvernement, les relations avec le Parlement. Une question d'actualité d'abord. Dimanche dernier s'est tenu le second tour des élections législatives partielles à Belfort et dans le Val d'Oise, qui s'est soldé par une défaite des candidats La République En Marche dans les 2 cas. Une défaite dans la première circonscription du Val d'Oise qui était plutôt inattendue puisque la candidate En Marche, Isabelle Muller-Coix, semblait en bonne position au premier tour pour l'emporter. Quelles leçons tirez-vous de cet épisode ? Alors, je ne vais pas nier la défaite ou les défaites. D'abord, cette circonscription qui est juste voisine d'ici, cette circonscription qui est depuis très longtemps tenue par la droite, et il y a eu une anomalie, entre guillemets, c'était la dynamique de l'élection de juin qui fait que vous avez une Isabelle Muller-Coix qui a gagné. Et faire 49% dans cette circonscription, ça aurait fait trembler Philippe Houillon, qui en était le député depuis, je ne sais plus combien, au moins 1981, non ? Voilà. Donc il faut quand même remettre les choses à leur place. Deuxième élément, vous avez eu 19% de participation. Vous avez eu autant de votants que pour une élection cantonale. Donc ça, c'est l'argument de celui qui a perdu. Hein. Mais je préfère le faire quand même. C'est en général aux voilà. alentours de 22-25%. Et donc classiquement, ne se mobilise qu'une certaine catégorie de population. Donc ça n'est pas, ce que je veux dire, ça n'est pas représentatif. N'empêche. Il faut l'analyser. D'abord, c'est une défaite, ça fait jamais plaisir. En plus, moi, je me suis investi personnellement pour aider Isabelle Muller-Coix, donc c'est aussi ma défaite. Et je l'assume. Ensuite, il faut constater que, par exemple, autant on a pu se tenir à Belfort ou dans cette circonscription, dans les communes moyennes, autant dans les petites communes, dans la ruralité, on ne s'est pas tenu. C'est un message qu'il faut entendre. C'est-à-dire que la ruralité, et dans le Val d'Oise, il y a une forme de ruralité. Ici, à Cergy, c'est moins le cas, mais ailleurs, oui, dans le du Belfort. Et autour de Belfort. Et donc, il faut entendre qu'effectivement, les gens n'ont pas été votés. Pourquoi? J'en sais rien. Et puis, il y a une analyse politique qu'il faut faire. C'est qu'on a vu, à peu près dans cette circonscription voisine, 70% du vote FN a été sans difficulté vers le vote Les Républicains, alors que le vote socialiste ou vert a été seulement à 40% à peu près vers notre candidate. Et donc aujourd'hui, on fait un bon score de premier tour, 29% pour Isabelle Muller-Coix au premier tour, c'est beaucoup, c'est presque 10 points de plus qu'Emmanuel Macron à la présidentielle dans cette circonscription, dont je vous dis, elle a une sociologie quand même un peu conservatrice et plutôt à droite, elle fait plus 10, mais quand on se retourne, derrière nous, on n'a personne. Ça doit nous interroger politiquement aussi. Justement, Isabelle Muller-Coix avait réussi en juin dernier à remporter le scrutin. Pendant la vague en marche des législatives de 2017, est-ce que cette vague ne s'est-elle pas essoufflée? Ah, mais il n'y a plus de vague. La vague, vous savez, elle a lieu dans les 5 semaines qui suivent l'élection présidentielle, où vous mettez un candidat peu connu, il peut emporter une élection. En 2012, ça a profité aux socialistes, parce que ce que Jacques Chirac avait appelé remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire faire l'élection législative dans la foulée de l'élection présidentielle, génère une vague. Puis vous avez une contre-vague, celle du ressac de l'entre-deux tours. En termes de vague va bien, où, comme à chaque fois, quand on annonce qu'il y a une équipe qui va gagner, à ce moment-là, la semaine d'après, les gens changent d'avis. Voire même, vous avez, moi c'était le cas dans ma circonscription, vous avez des électeurs du Front National qui ont voté au second tour sans aucune difficulté pour la France Insoumise, juste parce que de toute façon, la REM allait gagner, Castaner allait gagner, et donc on va voter pour un autre. Donc vous avez des effets de vague et contre-vague. Dès que vous laissez passer ça, vous retombez dans les étiages classiques, vous neutralisez la vague, et là je vous dis, Isabelle Muller-Coix qui fait au premier tour seul 29%, c'est bien plus que ce que nous avions fait avec Emmanuel Macron. Oui, si on suit cette logique, un gouvernement en place ne veut jamais remporter d'élections législatives partielles. Si, parce qu'il y a des endroits, mais pas avec l'effet amplificateur, où on a 314 députés, on a 70% de l'Assemblée nationale. Ça n'est pas la réalité politique de la France au moment du vote. C'est l'effet vague qui veut ça. Ça doit nous interroger d'ailleurs sur le mode du scrutin. Et l'effet vague fait que le Front National, qui est quand même deuxième dans l'élection présidentielle, se retrouve dans le tout petit coin en bas à l'extrême droite avec une sous-représentation.
c'est une anomalie démocratique, quelque part, mais c'est l'effet de la vague qui donne une majorité, et en même temps, je pense que c'est une bonne chose, c'est le charme de la Ve République, c'est que ça stabilise dans une société qui est un peu impétueuse, comme les Français. Si on n'avait pas cette stabilité-là, je ne suis pas sûr que François Hollande, par exemple, aurait pu tenir à bas pendant 5 ans, et je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas, nous aussi, des coups de grand vent, et puis on sait la capacité, l'aspiration révolutionnaire des Français, mais surtout l'aspiration des Français à ne pas bouger et à bouger le moins possible. C'est-à-dire qu'on est pour la révolution, mais pour les autres, jamais pour soi-même, et on a toujours peur que ce soit pour soi-même. Donc nos institutions, elles préservent, elles vous donnent 5 ans, jugeons les gens sur 5 ans. Et ne fait-on jamais victoire? Moi, le soir de la victoire des élections législatives, la mienne, j'avais, comme je commençais à être un peu connu, pas mal de télé qui étaient là, et à tous, je leur ai dit, ils me disaient, vous êtes heureux? Non. Je serai heureux dans 5 ans si on a réussi. Et je crois qu'il faut vraiment, à chaque fois, se projeter sur 5 ans. Et tu es moins compétent, un peu. Oui, non mais tu me serais pris une table, j'aurais fait la gueule. Hein. Voilà. Concernant le Parlement, vous avez une des tâches particulières, c'est porter la réforme de la Constitution au Parlement, et plus particulièrement, porter cette réforme de la Constitution sur le nombre des mandats des parlementaires et sur le nombre total des parlementaires. Ceci va se faire à travers l'article 89 de la Ve République, donc de la Constitution, et cette réforme est possible uniquement avec approbation des deux chambres et 2 possibilités par référendum, donc toujours dans le cadre de l'article 89, et aussi directement avec le Congrès, donc la réunion du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat en Parlement, en congrès à Versailles, et donc ici une possibilité d'adoption avec 3/5 des voix. Les discussions aujourd'hui avec M. Larcher, donc, qui est président du Sénat, bloquent sur quelques points. Est-ce que vous pensez qu'il est tout à fait possible que le gouvernement aille directement au référendum à travers l'article 89? Alors, d'abord, c'est pas moi qui pilote cela, c'est plutôt la garde des Sceaux, qui, dans l'intitulé même de sa fonction, est la gardienne des Sceaux de la Constitution. Et donc, le président de la République. Vous êtes secrétaire d'État aussi aux relations au Parlement? Oui, c'est pas moi, c'est pour répondre à votre question. Même si je contribue à l'échange, à la discussion assez régulièrement, y compris avec le président Larcher, mais c'est la garde des Sceaux qui est en lien avec les 3 présidents, celui évidemment de l'Assemblée, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, est en train de construire cela. Ensuite, à votre question, en réalité, la réponse, elle n'est pas forcément là. Parce que sur la question de la baisse du nombre de parlementaires, sur la question du mode de scrutin, éventuellement une dose de proportionnel, nous n'avons pas forcément besoin de modifier la Constitution. En fait, la Constitution prévoit par exemple que pour l'Assemblée nationale, il y a au maximum 577 députés. Donc on pourrait décider par une loi organique de dire c'est 400. Donc on n'a pas forcément besoin de cette modification et donc pas forcément besoin d'une réforme constitutionnelle et donc pas forcément besoin d'un référendum si c'était nécessaire. Deuxième élément, notre Constitution, dont je vantais les qualités précédemment, elle est un peu piégeuse, parce que même pour aller au référendum que vous évoquez, il faut que j'ai quand même la majorité des 3/5. Et si j'ai la majorité des 3/5, je n'ai pas forcément besoin du référendum. Donc c'est effectivement la quadrature du cercle. Donc il faut obtenir cette majorité des 3/5 sur un sujet principal qui achoppe avec le monsieur qui parle derrière nous, donc le président du Sénat, c'est le non-cumul dans le temps. Parce que notre proposition est de limiter à 3 mandats, quel que soit le mandat d'ailleurs, le cumul dans le temps, pour contribuer au renouvellement. Je précise au passage que le principe de la loi qui n'est pas rétroactive, ça s'appliquera pour les sénateurs qui se feront encore élire 3 fois. Donc des fois, je me dis qu'on a quand même des combats un tout petit peu d'arrière-garde. Je pense que les Français sont très attachés, très volontaires et très demandeurs de cette limitation dans le temps. Je pense que les Français sont très favorables à la baisse du nombre de parlementaires et que les Français sont favorables à une meilleure représentation, y compris du Front National, on a vu ma remarque tout à l'heure, dans nos hémicycles. Et donc je crois que le président Larcher, mais aussi les sénateurs, les républicains du Sénat, aura à un moment donné conscience que écouter les Français ne fait jamais de mal. Donc ça va passer par un référendum? Je n'ai pas répondu ça, parce que justement, je pense que si le président du Sénat et les sénateurs, les républicains, entendent les Français, ils accepteront la réforme, et avec un vote à 3/5, nous pourrions avoir la réforme sans forcément avoir besoin. Le président de la République a dit qu'il était prêt au référendum sur ce sujet. C'est la dissuasion nucléaire, vous savez, vous pouvez l'avoir dans la main, l'objectif est de ne jamais l'utiliser. Est-ce que vous pensez qu'il est tout à fait possible, si jamais, on va faire du si jamais
le référendum, si jamais les 3/5 du Parlement refusent, si jamais demain il y a une impossibilité à travers la procédure parlementaire, est-ce que vous imaginez M. Macron utiliser l'article 11 de la Constitution qui lui permet de passer directement, pour tout ce qui est modification des institutions de la vie publique, au suffrage universel? C'est ce qu'avait fait le président de Gaulle en 1962 et en 1969. Alors, d'abord, dans la négociation, il ne faut jamais rien exclure. Connaissant Emmanuel Macron, il faut encore moins rien exclure. Par contre, il y a quand même une petite La discussion différence entre juridique. ce bouton nucléaire et l'autre. Non, mais vous savez, le principe de l'arme nucléaire, c'est une arme de dissuasion, c'est pas une arme d'action. Enfin, c'est comme ça qu'elle a été construite par le général de Gaulle, et je pense que c'est vraiment l'esprit qu'il nous faut garder sur cette arme-là. Et donc ça vaut pour tout. Vous êtes dans une négociation, donc vous savez que vous avez un grand marteau, et qu'avec un grand marteau, vous pouvez casser une noix. Et vous n'avez pas forcément... Vous savez que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Et surtout que pour l'article 11, il y a quand même une petite discussion juridique. Donc je suis ici devant des étudiants qui maîtrisent le droit, même si vous passez moins de temps sur le droit public que sur d'autres types de formes de droit. Il n'empêche qu'il y a une petite discussion juridique sur l'article 11, et il se peut que le président du Conseil constitutionnel n'apprécie pas tout à fait été saisi l'utilisation de l'article 11. Donc aujourd'hui, nous privilégions la voie de la discussion, de la négociation, de la bonne entente, de la fraternité et de la bienveillance. Mais le président de la République l'a dit lors de son discours au Congrès de Versailles, nous n'exclurons rien, y compris l'usage référendaire. Nous sommes maintenant arrivés à peu près à la moitié de ce débat, et nous aimerions plus particulièrement prendre un petit peu de temps pour vous découvrir, aussi pour discuter et pourquoi pas sourire avec vous. C'est la raison pour laquelle nous allons passer maintenant au traditionnel petit jeu des mardis, où il va s'agir pour vous déjà de savoir si vous connaissez le concept de Tinder. Je ne suis pas abonné. Les étudiants de l'ESSEC seront déçus. Donc le petit jeu des mardis, Tinder, l'idée est simplement de dire next si jamais cela ne vous plaît pas, like si jamais vous aimez, vous avez envie d'en savoir plus, et super like si il y a plus d'affinité. Donc nous allons vous proposer différents profils. Je vais revenir sur peut-être la photo du président du Sénat et je dis super like tout de suite. Oh, ça, non, il faut répondre. Il n'y a pas qu'une photo, il y a aussi un descriptif. Ah. Ah oui. Alors évidemment, super like, et je prends mon téléphone juste pour vous lire un texto que je n'ai pas ouvert, mais il se trouve qu'en venant, je lui ai envoyé un texto pour lui dire où je venais avant de plancher. Je lui dis voilà, petite pensée avant de plancher au mardi de l'ESSEC, entre parenthèses malgré la neige, et il me répond toutes mes pensées aussi, 3 points d'exclamation, tu vas voir, c'est super. Donc vous avez bien fait d'applaudir. Mais je suis obligé de lire le descriptif. Est-ce qu'on peut revenir juste à la slide précédente? Parce qu'on a vraiment une question très importante. Comment est votre planqueur? Comment est votre planqueur? Ah oui, alors là, je sens que je passe à côté d'un truc là. Vous allez me raconter parce que là, je suis largué. En réalité, le film OSS 117, le premier du nom, il y a une remarque qui est un code en fait, qui est comment est votre blanquette. Ah ouais, ah oui, ok. On fait des jeux de mots. Ah oui, non, mais là ce qui est dingue, c'est que les 3/4 de la salle ont compris et moi non. Habile. En même temps, c'était marqué en dessous. J'ai pas fait gaffe. Alors c'est un Emmanuel Macron de gauche. Il occupe un CDD renouvelable, président de la République. Et il répète que Notre-Dame-des-Landes, c'est pour les has-beens, entre autres. Parce qu'il y a plusieurs Emmanuel Macron. Que pensez-vous d'Emmanuel Macron de gauche? Non, mais d'abord, Emmanuel Macron a eu l'occasion de s'exprimer en disant qu'il voulait être un président qui portait des solutions de droite et de gauche. Mais il avait dit que lui-même était issu d'un parcours, d'un engagement, d'une culture de gauche. Il ne s'est jamais caché de cela. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est, quand on aborde un sujet, c'est pas de se poser la question « j'ai tellement fait ça »,
de savoir quelle est la couleur politique de celui qui m'interroge pour savoir s'il a raison ou tort. C'est comme ça qu'on a fonctionné depuis des années dans la politique. Le discours qu'on veut porter, c'est celui de considérer qu'on doit chercher les meilleures solutions qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite, ou les meilleurs hommes qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite. Jean-Michel Blanquer, a priori, plutôt catalogué à droite, et comme ministre de l'Éducation nationale, il s'est dit que c'était plutôt pas mal. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne. Les bonnes personnes aux bons endroits, sans avoir d'enfermement lié à des parcours, etc. Et Notre-Dame-des-Landes, ça me permet de rebondir sur ce sujet. On a posé une question à 2 départements qui étaient directement concernés, mais pas au-delà, en disant « Est-ce que vous êtes pour ou contre Notre-Dame-des-Landes ?» Emmanuel Macron avait dit « Je donnerai une mission à des experts pendant 6 mois pour voir la faisabilité du dossier. » Ils arrivent et disent « Finalement, il y a 2 solutions. » Alors soit on peut rester figé en disant « Non, mais il y a eu un référendum sur une question avec une seule solution », soit on peut dire « Il y a une deuxième solution qui est peut-être meilleure. » Ben, on a considéré qu'il y avait une deuxième solution et dont on avait le sentiment qu'elle était meilleure pour des raisons économiques, pour des raisons d'environnement, pour des raisons de développement territorial sur un projet qui, quand même, à l'époque, a été construit pour accueillir le Concorde, qui devait directement partir vers les États-Unis. Et finalement, voilà, c'est quand même ça la genèse du début du projet. Aussi de penser qu'il faut arrêter de penser uniquement à travers des grandes infrastructures. J'ai changé tout à l'heure avec monsieur le maire de Cergy. Prenez l'exemple des grandes infrastructures de TGV. Les élus, ces dernières années, alors on adore inaugurer des grands trucs, les élus, hein, coup de développement, c'est formidable. Mais on a adoré toutes les grandes structures, donc la SNCF mobilise à peu près 30% de son budget pour 7% des transports dans les TGV. Et pendant ce temps-là, on a laissé crever les trains du quotidien. Mais à un moment donné, il faut assumer de dire qu'on n'est plus dans une société qui rêve d'énormes trucs, mais qui doit chercher des solutions qui sont plus pragmatiques, plus adaptées. C'est le cas de Notre-Dame-des-Landes, je pense, en disant il y a la possibilité technique d'agrandir la piste de Nantes-Atlantique, faisons-le plutôt que de mener un grand projet. J'en conclus, c'est un super like. Ah oui, pardon, je n'ai pas commencé par ça. Non, je vais mettre un like modeste, parce que sinon on va encore me brancher sur le prochain portrait, sur mon côté. Encore, vous ne l'avez pas assumé de le dire, mais j'ai un jour dit, alors je ne sais plus quelle était mon expression, mais l'engagement dans la politique est tellement fort, y compris avec un homme politique, que ça relève de l'ordre du sentiment amoureux. Et alors ça, je me suis fait vanner pendant des mois. Je me suis fait vanner pendant des mois, et depuis, Brigitte ne me parle plus. C'est pas vrai. Alors, Jeff Koons, le fameux plasticien américain, qui a proposé de placer un bouquet monumental, donc une sculpture bouquet monumental, entre le Palais de Tokyo et le musée d'art moderne de la ville de Paris. Et on aimerait savoir quel est votre avis sur ce bouquet. Alors j'ai un super like pour Jeff Koons et pour le geste de Jeff Koons, parce qu'il a offert cette œuvre à la France, à Paris, à la suite des attentats de Paris. Et donc j'ai évidemment un super like. Par contre, je pense que, comme tout, il faut réfléchir quand on prend une décision, y compris l'endroit où on doit la mettre. Et là, il n'y a pas eu l'anticipation, l'accompagnement et même les études techniques. Et donc il y a plusieurs millions d'euros qui sont nécessaires parce que l'œuvre, les tulipes, elle pèse sacrément lourd. Et donc du coup, il y a beaucoup d'éléments. La ministre a reçu, il se trouve, c'est le calendrier, ce midi, le monde artistique, des arts plastiques. Françoise Nyssen. Voilà, Françoise Nyssen, pour échanger avec eux sur comment on accepte ce don, parce qu'il est symbolique, fort et assez exceptionnel. Et je pense que l'art contemporain, ça passe partout. Ça, c'est un débat. Hein. Mais moi, je suis très partisan de mêler l'art contemporain au patrimoine, parce que je pense qu'il faut lier les deux. Il ne faut jamais les opposer, et qu'évidemment, à mon sens, l'art contemporain, ça passe. Mais peut-être pas à cet endroit. Et donc, il y a une réflexion qui va être construite avec l'artiste, avec des acteurs culturels, pour trouver un endroit le plus adapté, et pour que la France ne laisse pas passer cette chance d'avoir cette œuvre exceptionnelle. Il répète sans arrêt, l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Alors là, je like pas du tout parce qu'il n'a pas de casque. Et il faut porter un casque, surtout quand on est président de la République. Et voilà. Mais moi, je skie avec un casque et je pense que c'est nécessaire. Je faisais plutôt du ski de randonnée. Ensuite, il l'a dit. Enfin, la réponse était « Est-ce que vous êtes encore socialiste ?» Il avait répondu « Je ne suis plus socialiste ». Il avait été encarté au Parti socialiste pas longtemps. Ça ne l'a pas suffisamment marqué pour qu'il ait envie de rester. Je peux vous dire que
quand on adhère au Parti Socialiste ou quand on adhérait au Parti Socialiste, on n'était pas toujours super bien accueillis, ça n'a pas été le cas pour lui, donc il s'est libéré de cela. Comme vous. Le Parti Socialiste, c'est derrière vous. Ah oui, mais avec un vrai lien pour le PS. Moi, j'ai une vraie tristesse. D'abord pour plein de copains qui étaient députés PS, qui ont été battus de façon injuste, parce que la politique, c'est extrêmement injuste. Et franchement, je connais plein de députés PS qui ont fait leur boulot à l'Assemblée, sur le terrain, et qui vraiment sont des gens que j'ai aimés, avec lesquels j'ai aimé travailler, et qui ont été laminés par un mouvement politique, et battus par des gens que personne ne connaissait, etc., qui ont plein de qualités aussi. Et donc, je pense à eux, je pense à l'histoire du PS, mais c'est vrai que moi, je me suis libéré du PS, tout à l'heure on évoquait les élections régionales, quand par exemple, c'est un exemple que je vous donne, j'étais tête de liste aux élections régionales, vous savez qu'il y a des listes départementales. Le 20 juillet, alors que l'élection avait lieu en décembre, la rue de Solferino a décidé de m'imposer comme tête de liste dans les Bouches-du-Rhône quelqu'un qui passait en correctionnel 15 jours avant le premier tour, aux côtés de Jean-Noël Guérini, qui a été un élu célèbre, qui est toujours sénateur des Bouches-du-Rhône. J'ai expliqué à Jean-Christophe Cambadélis que ça me posait un problème politique, parce qu'évidemment j'allais m'en prendre plein la tronche à 15 jours de l'élection, et puis un petit sujet éthique. Et donc, voilà, je n'ai pas réussi à le convaincre, parce que c'était le patron de la fédération PS des Bouches-du-Rhône qui pesait trop de cartes. Moi, on savait que j'aurais perdu, j'allais perdre. Vincent Payon avait fait 12% dans la région. Donc, j'étais sacrifié, mais du coup, on jouait les cartes. Donc là, j'ai dit à Jean-Christophe Cambadélis que j'étais un gentil garçon, j'ai envoyé un texto pour lui dire bah, écoute, je te donne 3 jours pour choisir une nouvelle tête de liste, parce que moi, tête de liste, jamais la logique des cartes me l'emportera, et jamais je ne conduirai une liste avec quelqu'un qui passe en correctionnel 15 jours avant. Il a eu un non-lieu. Donc ma position, elle était formelle. La personne a eu un non-lieu, donc innocenté. Mais il n'empêche que le Parti Socialiste avait cette capacité à dire « Ah non, il y a un enjeu de carte et donc on prépare le prochain congrès, peu importe l'éthique et l'efficacité politique, ça m'a aidé à m'en libérer. » Est-ce que aussi un président, Emmanuel Macron de droite, c'est aussi un président qui ne parle pas des droits de l'homme devant le gouvernement et le président chinois, devant les caméras? Bah oui, parce que quand vous êtes en Chine, vous ne parlez pas devant les caméras de sujets, vous ne provoquez pas, et ça c'est un conseil que je donne aux étudiants, vous ne provoquez pas, vous n'insultez pas. Par contre, à l'inverse, quand il a eu, pas très loin d'ici, à Versailles, le président Poutine, et qu'il a fait une conférence de presse, mais qu'il était en France, devant le président Poutine, il a été extrêmement clair, extrêmement ferme. Vous savez, j'ai le souvenir... si le président chinois vient en France, c'est un sujet qui sera abordé en à mon avis, sans difficulté, il pourra rappeler ces enjeux-là. Mais ensuite, il y a des usages. Les usages sont importants. Et franchement, qui est Emmanuel Macron? Qui est la France pour aller en Chine et dire « Coucou, je vais vous donner des leçons ». Sans donner des leçons, on peut quand même faire des remarques sur le fait que certaines minorités soient moins bien considérées que le reste de la majorité de la population. Mais parce que vous êtes invité dans une visite d'État, je pense que vous n'avez pas à le faire. La diplomatie implique quelques règles, quelques respects d'usage qui font que... Mais vraiment, enfin, vous savez comme moi, que d'abord, il a eu l'occasion d'en parler et qu'il l'a dit. Et donc, les Chinois n'ont pas démenti cela. Et je pense qu'il aurait été un minimum peu bienséant que de dire à la presse chinoise, faire une conférence de presse, se faire de la pub à bon escient. Mais je pense que ça ne se faisait pas. Mais à l'inverse, j'ai le souvenir du président Poutine avec lequel il avait été extrêmement clair. Et je crois que sur ce sujet, il n'a jamais manqué de dire ce qu'il pensait de façon la plus claire. C'est une question de pays hôte. C'est une question de pays hôte. Oui, je crois que quand vous êtes à l'étranger, vous ne donnez pas de leçons aux gens qui vous accueillent. Mais ça, c'est pareil. Quand vous allez manger quelque part, je vous le dis, vous allez voir vos beaux-parents la prochaine fois, si vous êtes invité, évitez, parce que vous êtes chez eux, de leur dire tout de suite que c'est pas bon. Ça marche pas. Mais il faut dire du bien, il vient dans quelques temps. Tout à fait. Il sera au mardi de l'ESSEC le 27 février. Autopromo. En fait, c'est du teasing, c'est de la pub. Je like pas la pub sournoise sur celui qui va venir s'asseoir dans ce fauteuil rouge. Par contre, je like Manuel Valls pour le courage politique. Et au fond, on peut contester sa ligne politique. On peut le critiquer sur plein de sujets. Moi, j'ai plein de désaccords, sauf que je le connais depuis très longtemps. Mais je peux vous dire que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est député, assume cela. Il vient à toutes les réunions de groupe, il se tient à sa place, il a un rapport modeste avec l'exercice du pouvoir. C'est très étonnant l'énergie qu'a cet homme
alors qu'il a été Premier ministre de la France, alors qu'il a été une personnalité de premier plan. Aujourd'hui, il assume juste de faire son mandat de député avec une vraie modestie dans la pratique, etc. Vous êtes copain, vous vous connaissez aussi Nous, on se connaît depuis très longtemps, on n'est pas copains. Au sens, voilà, on n'est pas amis, mais j'ai du respect. Et par exemple, au moment où il était question, est-ce qu'il pouvait se rattacher au groupe de La République En Marche, tous nos nouveaux députés ont dit non, non, pas question, c'est l'ancien monde, etc. C'est un discours totalement idiot, l'ancien monde, le nouveau monde. On est très vite l'ancien monde de quelqu'un. Même quand on est étudiant à l'ESSEC, méfiez-vous. Et donc, moi, j'ai pesé pour dire, attendez, un jour, je l'ai fait sur France Info chez Apathy, j'ai dit, attendez, Manuel Valls, ça n'est pas Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac a fait un mal profond à la gauche, et au Parti Socialiste en particulier. Manuel Valls, il a tenu des positions politiques qu'on peut combattre, mais il n'a jamais atteint à la question de l'éthique ou de l'honneur. Et donc j'ai dit à mes camarades, est-ce que vous pensez qu'il faut dire à Manuel Valls, tu vas siéger avec les non-inscrits à côté de Marine Le Pen? Ça n'était pas acceptable pour moi, et donc j'ai plaidé, j'ai défendu Manuel Valls pour qu'il soit député, rattaché au groupe de La République En Marche, c'est le cas aujourd'hui. Donc like. En même temps, on me dit c'est un moment de détente, là, c'est pas très détente. Hein. Non, mais oui, enfin, je vais liker le courage politique, pas forcément la ligne politique qui a été la sienne. Manuel, je vous le dis, à mon sens, vous pouvez l'interroger en disant Castaner a dit ça, il y a des moments où il a confondu l'autorité et l'autoritarisme. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit nous apprendre tous à toujours se poser une question à un moment donné de cette différence entre l'autorité et l'autoritarisme. On peut très vite tomber d'un côté. Et comme je m'adresse à des étudiants principalement, je veux vraiment vous faire passer ce message-là, de toujours veiller à ne jamais tomber du côté de l'autoritarisme parce que ça vous enlève la raison. On va passer au profil suivant. Jupiter, une planète. Je l'ai peu connu, donc je ne vais pas me prononcer. Regardez un télescope, non? Non, franchement, cette caricature-là n'a aucun sens. D'abord parce que... c'est lui qui le présente. En avril 2017, c'est lui qui donne le mot président l'appareil de présidence jupitérienne. Oui. Voilà, il ne s'est pas qualifié de futur Jupiter, et c'est une vraie différence. C'est l'incarnation de la fonction présidentielle dans ce qu'elle est dans la... C'est d'ailleurs le sens des mots qui sont présents sur la fiche. Voilà, de la Ve République, telle qu'elle a été conçue par le général de Gaulle, et chacun sait qu'Emmanuel Macron se glisse volontiers dans le costume institutionnel du général de Gaulle. Donc je ne vais pas liker parce que je sais la référence à Jupiter, sinon j'ai rien contre le monsieur Barbu. Alors ça ne va pas forcément parler à tout le monde, peut-être à vous de manière un peu plus précise. C'est Marie de Blois, qui était comtesse de Provence, et qui a eu la particularité de donner la charte communale à une petite ville que vous connaissez très bien, qui est aux alentours de 5000 habitants, qui s'appelle Fort-Calquier. Et nous aimerions savoir si vous allez liker Marie de Blois. Je vais liker Fort-Calquier. Et alors, le surnom de Fort-Calquier, c'est la cité des 4 reines. Parce que le comté de Fort-Calquier, qui était assez puissant quand même en Provence, il y a une légende, c'est une légende, je vous la tuer ici tout de suite, enfin Fort-Calquier, j'ose pas leur dire, il y a une légende qui dit qu'un des comtes de Fort-Calquier a eu 4 filles et que les 4 filles auraient épousé 4 rois d'Europe, d'où le surnom cité des 4 reines. Alors la réalité, c'est que le château qui était à Fort-Calquier était assez pourri, et donc elles n'habitaient pas là, elles habitaient plutôt dans l'annexe, c'était le holding Fort-Calquier, elles habitaient dans l'annexe dans le Var, qui était plus confortable, et en plus, la réalité, c'est que c'est des comtes successifs de Fort-Calquier qui ont eu chacun une fille, qui ont épousé un roi, et donc du coup, voilà, mais on a tout ramené à Fort-Calquier, on a tout concentré à Fort-Calquier. Fort-Calquier, c'est un petit village qui est à 450 mètres d'altitude en moyenne, et la devise en provençal, je ne vous la fais pas, mais la devise en traduite, c'est plus haut que les Alpes. Donc vous voyez, on n'a peur de rien chez nous, et donc c'est la cité des 4 reines, et c'est tout ça. Par contre, j'ai une vraie affection, c'est consubstantiel à ce que je suis aujourd'hui, pour Fort-Calquier, pour la ruralité, pour les champignons dont on parlait tout à l'heure, pour ne jamais oublier ce que je suis. Pas le mec dans le fauteuil rouge, plutôt un gars qui a aimé déplacer des bouches d'égout, faire des trottoirs, transformer sa petite ville et la faire vivre. Alors c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui on a essayé de savoir comment faire pour vous rapporter quelque chose de Fort-Calquier. Et on a appelé un château qui s'appelle le Château Saint-Jean, qui est en AOP et AOC. Ah là, vous avez tombé là. Exactement. Donc vous connaissez évidemment. Donc on a appelé le Château Saint-Jean, qui, à notre grande surprise, nous a dit « Non mais attendez, si c'est pour Christophe, on offre une caisse. »
Donc, alors Louis est là pour vous offrir une de ces bouteilles de la caisse. Et je vous donne en mille, le nom de la bouteille, c'est... Ah oui, là, donc la bouteille, c'est les 4 reines. Je viens de tuer le commerce. On va la poser. Bah, c'est très gentil, mais... Alors je suis désolé, ça va être le petit moment de pub. En fait, le domaine Saint-Jean n'est pas sur Fort-Calquier, parce qu'il n'y a pas de ligne sur Fort-Calquier. Mais c'est là aussi, ce territoire, c'est là où c'est Pierre-Vert. Par contre, à Fort-Calquier, on fait du pastis, et on fait le meilleur pastis du monde. C'est le pastis Henri Bardouin. C'est les distilleries de Provence. Distilleries et domaines de Provence. Et donc du coup, voilà, on a des choses comme ça, ou là on a aussi des macarons qui sont extraordinaires, dans une petite biscuiterie qui a été créée par Olivier Bossan, le mec qui a créé l'Occitane. Ça parle plus. Donc d'ailleurs, on a un cocktail juste après, et nous aurons l'occasion de déguster ensemble les 5 autres bouteilles de la caisse. Ah, je vous propose qu'on rajoute la 6e, je vais pas partir avec. Finalement, on s'est dit que d'autres profils sans le vôtre, c'est un petit peu étrange de faire ça sur Tinder. Alors, comment jugeriez-vous votre propre profil? Alors, pour tout vous dire, je suis fier de mon parcours, comme père. Si je dois en parler à mes filles ou si je sais la façon dont elles me regardent. Parce que ça a été dit tout à l'heure, moi je n'ai pas un parcours linéaire, je passais mon bac en candidat libre, j'ai une rupture familiale difficile à 17 ans, j'ai passé mon bac 3 ans plus tard et je l'ai eu limite de raccro, au rattrapage, ça c'était pas la peine de préciser. Mais je l'assume parfaitement, parce que je sais que j'ai eu de la chance dans ma vie et que j'aurais pu être du mauvais côté du fil de rasoir, que j'ai fréquenté des gens qui n'ont pas connu les meilleures évolutions. Plusieurs sont morts depuis. Et je sais ce risque que j'ai vécu. Et j'ai eu la chance parce qu'il y a des facteurs, parce que la politique aussi, l'envie de faire de la politique, mon engagement pour les idées de Michel Rocard, m'ont amené à être cet homme que je suis. Par contre, à l'inverse, je déteste me voir, je déteste m'écouter, je déteste m'entendre. On va donc pas... Ça tient blanc là, je suis désolé. Vous allez quand même revoir le replay des vidéos. Non. Là, vos conseillers vont le faire pour vous. Sauf si je fais une vraie bêtise, des fois je le sens. Je suis hyper exigeant avec moi sur les médias. Et donc, des fois, je sens que ça n'a pas été, ou voilà. Et même avant mes collaborateurs. Donc, j'ai un haut niveau d'exigence sur moi. Mais par contre, me regarder, c'est presque douloureux. Alors, on va arrêter de parler de vous et on va passer à la 3e J'étais bien partie. Ah non, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. On va passer à la 3e partie du débat qui sera consacrée au mouvement La République En Marche en lui-même. Alors, on va un petit peu quand même parler de vous, puisqu'on va parler de votre nomination, qui s'est apparentée effectivement plus à une nomination qu'à une élection. Je vous remercie. Non, mais j'ai le droit de commenter cette photo. Oui, quand même. En fait, là, je venais de finir 310 km à pied, parce que un jour, mais c'était il y a quelques années, je savais le discours vis-à-vis des députés, vous êtes coupé du sol, hors sol, vous êtes coupé de la réalité, etc. Et les gens que je côtoyais me disaient non, mais pas toi, Christophe, mais les autres, etc. Bon. Et je sais que quand vous êtes dans une fonction, vous êtes une institution, et même député, maire, vous êtes dans une institution. Les gens qui venaient me voir, j'ai reçu 5000 personnes dans un mandat, les gens qui venaient me voir passaient par le secrétariat, vous voyez un type, pas en costume-cravate, maintenant je suis toujours en costume-cravate parce que je suis un peu obligé, mais voilà, avec beaucoup de rigueur. Et un jour, j'en ai eu marre de ça, et j'ai fait cette opération que j'ai appelée, je ne sais plus combien, 500 000 pas. 300 000 pas vers vous, donc 310 km, où j'ai dit aux gens, ben voilà, si vous voulez me rencontrer, vous venez avec moi, vous marchez, vous m'invitez à déjeuner, vous m'invitez à dîner, vous m'invitez à dormir. J'ai passé 15 jours où j'ai mangé, bu et dormi à l'œil. Castaner, j'irai dormir chez vous. Voilà, mais vraiment ça. Et pendant 310 km, en assumant mes faiblesses, en plus je ne suis pas un grand sportif, donc j'arrivais le soir assez mort, et les gens, et ça j'ai découvert, ils organisaient des dîners avec 15 personnes, 20 personnes, donc c'était épuisant, et très vite, j'ai perdu 5 kilos, ça c'est avant. Et très vite, j'ai assumé ma faiblesse. C'est-à-dire que là où j'essayais de parler en disant pas trop de bêtises, etc., quand j'arrivais dans les villages, le maire avait organisé une petite réception, j'allais dans les toutes petites communes, sur la place du village, je commençais à causer, je m'apercevais qu'avec la fatigue, je bégayais, et voilà. Et ça m'a permis d'avoir des liens avec des gens que j'aurais jamais eu autrement. Parce que j'avais cassé la carapace, la cuirasse du maire,
parce que j'étais moi-même en position de faiblesse, et j'ai entendu des choses, et j'ai vu des gens que je n'aurais jamais vus autrement. Donc c'est une vraie belle expérience de vie pour moi, et c'est aussi une vraie belle expérience d'apprentissage politique. On va revenir sur quelque chose de plus terre-à-terre, qui était les critiques... Terre à terre, à 310 bornes. plus politiques, disons, qui étaient les critiques à l'encontre du mouvement La République En Marche et sa possible... le fait que les prises de décision soient supposément prises par le haut et qu'il manque de démocratie au sein du mouvement. Oui, alors c'est l'allusion qui était faite dans l'audio-portrait tout à l'heure, sur les conditions, voilà, ça devait être ce jour-là, sur les conditions de mon élection comme délégué général. Alors d'abord, il y a dans nos statuts, en fait, c'est un mode de scrutin intermédiaire, c'est le conseil qui est composé pour un tiers d'adhérents tirés au sort, mais aussi d'élus, des parlementaires, qui votent pour le délégué général. Mais en plus, j'ai été le seul candidat, donc ça a fait débat. Le vote à main levée. Non, le vote à main levée, c'était vraiment pas des images comme ça. Et pour moi, personne n'a demandé le vote à bulletin secret. D'abord, moi, je suis un tenant du vote à main levée. Parce que le courage politique est d'assumer ses choix. À l'Assemblée nationale, quand vous votez, on sait ce que vous votez. Vous votez, vous appuyez sur votre bouton, il y a une liste qui sort, on sait qui a voté pourquoi, et je pense qu'il faut assumer, et que le vote à bulletin secret, c'est le courage des peureux. Et donc, franchement, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Par contre, le principe de main levée, ça veut dire qu'effectivement, quelqu'un qui serait vengeur pourrait identifier et sanctionner. Je crois que ce procès ne m'a jamais été fait et j'espère qu'il ne me l'est pas fait aujourd'hui. Deuxième élément, j'étais le seul candidat. Donc évidemment, ça a fait débat, ça a fait polémique. Je crois, et je suis très prétentieux en vous disant cela, que ma candidature était une évidence pour les marcheurs. Ce que je représentais, le parcours, mon lien avec Emmanuel Macron, le fait que j'étais l'ombre, ou dans l'ombre, mais souvent l'ombre d'Emmanuel Macron, et quelque part, les marcheurs se sont appropriés l'entourage, Richard Ferrand, moi, et quelques autres ensuite. Et donc, il y avait quand même d'autres prétendants, Benjamin Griveaux, Julien de Normandie. Pourquoi vous plutôt que... C'est les noms qui circulaient à l'époque. Oui, bien sûr, mais ils n'étaient pas prétendants et ils ne sont jamais formalisés. Je pense, pour être honnête, que Benjamin y a pensé, mais son côté peut-être parisien a pu lui être reproché, etc. Il ne l'a jamais formalisé comme une envie, et Julien, alors jamais. Voilà. C'était une fausse information. Non, mais après il y a des commentaires tout le temps. Voilà. Mais Benjamin était parfaitement légitime pour être délégué général aussi, avec un profil différent du mien. Peut-être que le rapport province-Paris a pu jouer, mais s'il avait été candidat, nous ne nous serions jamais affrontés. Et j'ai été candidat, il ne m'a pas affronté parce que pour nous c'est une évidence que l'un doit cheminer avec l'autre, aux côtés de l'autre. Est-ce que le fait que vous ayez une orientation un petit peu plus, disons, centre-gauche de gauche, que lui a eu une influence? Je ne sais rien, mais c'est effectivement ce que je suis. Vous savez, après, aujourd'hui, je crois que je suis plus vu, allez, celle-là, je suis plus vu comme un ex-député socialiste. En fait, je peux vous le dire, on avait testé les députés de La République En Marche, et il y a eu certains députés socialistes qui étaient dans le groupe, avec lesquels la relation était difficile, parce que députés socialistes, il se trouve que pour deux, Richard Ferrand et moi, notre proximité dans l'aventure d'Emmanuel Macron a tellement été identifiée tôt, qu'au fond, les gens nous ont pardonné, je suis un peu brutal, mais surtout les marcheurs nous ont pardonné d'avoir été députés socialistes. Donc ils ont considéré que j'avais fauté, mais que j'avais eu la rédemption. Je considère que je n'ai pas fauté, mais au moins j'ai eu la rédemption. On va pas rester une plombe sur cette photo. Je crois que capillairement on a pire en plus. C'est pas le point à la rose qui me gêne, c'est la tête que j'ai. Bien sûr. Je crois qu'on a une photo de vous avec un mulet. Il faudrait voir en régie s'ils ont ça. Non, c'est pas la peine. Non, d'accord. Par exemple. Oui, celle-là, j'ai les droits, chez Ardisson, tout ça, je vous remercie. Alors d'abord, moquez-vous, mais imaginez déjà les photos de chacune et chacun d'entre vous il y a 7 ans. Là, un peu plus encore, et vous verrez qu'il y a déjà un petit côté ringard. Voilà. Ensuite, moi, à l'époque, mon coiffeur, il trouvait que la nuque longue, comme ça, c'était super bien. Et j'ai jamais osé le contrarier. Pour revenir à un sujet peut-être un petit peu plus sérieux que vos différentes coupes de cheveux et couvre-chef, non, ce qui est intéressant, c'est pour La République En Marche, on a vraiment vu lors de la présidentielle deux mouvements se détacher.
vis-à-vis des différents partis, que ce soit le FN, le PS ou les Républicains, deux mouvements. C'est évidemment La République En Marche, enfin En Marche à l'époque, et la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui avait beaucoup de points communs. Le fait de mobiliser particulièrement auprès des jeunes, le fait d'être constitué de personnes qui n'étaient pas historiquement présents au sein du mouvement, de s'appeler mouvement plus que parti, mais aussi d'être concentré sur la figure de deux hommes avec un programme particulier, que ce soit l'Avenir en commun pour Jean-Luc Mélenchon ou Révolution pour Emmanuel Macron. Et du coup, la question qu'on aimerait vous poser, elle est double. D'une part, c'est quoi la différence entre un parti et un mouvement ? Et comment ça a fait la différence à l'élection présidentielle, puisque c'était deux surprises vis-à-vis de quelques mois plus tôt. Et ensuite, comment voyez-vous ces mouvements vis-à-vis d'aujourd'hui les partis? Bon, vous êtes à la tête d'un de ces mouvements, donc c'est peut-être un peu compliqué pour vous de commenter les différents autres partis, mais quel est votre point de vue en tant, pas uniquement que tacticien, mais aussi que stratège, puisque vous préparez, comme vous le dites, l'après-Macron, mais aussi l'ensemble de l'organisation de la vie du mouvement En Marche? Alors d'abord, l'analogie me paraît vraiment juste. Ensuite, il faut même remonter un peu en arrière. En France, il n'y a pas si longtemps, il y avait un autre mouvement qui ressemblait un peu à la fois à la France Insoumise et à nous, dans sa structuration, dans le fait que, par exemple, siège au Conseil national, enfin dans les responsabilités des gens tirés au sort, c'est Europe Écologie Les Verts. Il y a plein de sujets sur lesquels on a fait semblant d'inventer, mais en réalité, on a dû les copier un peu, sans même le savoir. Mais en réalité, il y avait déjà cette dynamique, donc l'analogie, elle est vraiment juste. La différence, à mon sens, entre un mouvement et un parti politique, c'est sa structuration et sa capacité à être en mouvement. Un parti politique tel qu'on les vit en France, un mouvement traditionnel, ouais, mais c'est un mouvement en mouvement, alors que le parti politique, c'est une figure statique, généralement pyramidale, avec un sommet au service de la base. Et puis des éléments intermédiaires. Vous avez les sections, vous devenez conseiller départemental, puis parce que vous tenez plus de sections, vous devenez député. Et du coup, ça n'est qu'une structure, c'est un monolithe qui ne bouge pas et qui est toujours en ascension vers le sommet. Là, le paradoxe, c'est qu'on a un moment qui part du sommet, l'élection d'Emmanuel Macron, et qu'il faut arriver à construire. Et moi, mon objectif, c'est que ce soit un mouvement en mouvement. Je prends souvent l'image du sac de billes aimanté. Vous appuyez dessus, ça part de tous les sens, mais ça reste lié. Et ce mouvement, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des femmes et des hommes qui s'engagent aujourd'hui dans la région bordelaise parce qu'ils ont envie de se mobiliser pour défendre le petit rhinolophe, qui est une marque de chauve-souris, non, on dit pas marque, de chauve-souris. Marque de chauve-souris. Et non, blague, hein, c'était volontaire, je précise. Et donc du coup, ils s'engagent pour une cause animale. Ils vont s'engager sur une raison associative. Et d'autres vont venir uniquement parce qu'ils veulent battre le maire de Bordeaux et que du coup, ils créent un comité local parce qu'ils veulent faire de la politique. Tout ça est légitime. Mais les partis politiques n'étaient que auto-centrés de façon pyramidale vers l'ascension élective. Nous, c'est un mouvement politique qui a vocation à retrouver une capacité de service. Moi, je veux que le mouvement soit systématiquement à disposition et qu'un adhérent qui adhère à La République En Marche puisse nous dire « j'ai un projet, j'ai besoin de 2 heures de coaching pour déposer mes statuts d'association » et qu'il les trouve dans le mouvement. Ça, c'est une vraie différence. Et la France Insoumise a une approche un peu similaire. La CFDT, dans sa réorganisation actuelle, a une approche un peu similaire. Mais c'est la logique de l'usage. Le Parti communiste, pendant très longtemps, était organisé comme cela. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment la réalité de l'action dans le quartier qui faisait qu'un jour, on montait au sommet et qu'on devenait maire. C'est exactement ce que je veux faire aujourd'hui, à la fois avec des opérations comme Action Talent, où je veux identifier des femmes, des hommes plutôt jeunes, exclus du monde politique, dans les quartiers, quelqu'un qui de toute façon ne va pas voter, il se dit c'est pas pour moi, et donc je veux identifier ces talents et les faire monter, et puis des projets citoyens que je veux accompagner, et en me disant, j'ai une arrière-pensée électorale, en me disant que si quelqu'un est capable de mettre en place son projet de développement, par exemple de services Internet pour des gens qui n'ont pas accès à Internet, qui sont un peu paumés, etc. J'ai des comités locaux qui font ça. À ce moment-là, j'aurai un enracinement dans l'utilité, et peut-être derrière une traduction élective. Ça vaut pour les personnes, ça vaut pour les projets. Donc je suis totalement cynique là-dessus. Mais je me dis que franchement, être utile, c'est quand même pas mal pour un mouvement politique. Et les idées qui sont rassemblées sur le terrain, elles sont remontées au quartier général. Et comment s'organise concrètement cette remontée des informations? Est-ce que ça peut même aller jusqu'au ministère, peut-être? Ah oui, je vais vous prendre un exemple. Je fais une conférence de presse demain matin sur une consultation qu'on a lancée sur formation professionnelle et apprentissage. Il y a eu à peu près 25 000 remontées. Ces remontées sont analysées. On a un prestataire qui analyse avec des logiciels d'intelligence artificielle.
pour nous aider sur ça. Ensuite, ça passe par le Polidé, qui va sortir les différents éléments qui remontent du constat du terrain. Et ensuite, je vais les présenter demain à la presse et je vais les remettre au gouvernement. Alors là, on est sur un temps court, mais quelquefois, moi ce que je veux, c'est qu'on soit sur des temps plus longs d'anticipation et qu'à partir du constat qu'on remette, on puisse influencer la politique gouvernementale. Et donc c'est vraiment là l'exemple type, c'est demain j'ai une conférence de presse à 10h, vous pourrez la suivre sur la formation professionnelle. Voilà, sur la forme pro et sur l'apprentissage, où je vais rendre compte de ces 25 000 consultations qui ont été organisées. Sur le logement, on en a vu 70 000 par exemple. Et donc c'est la double approche, une approche papier-crayon par le Polidé, et c'est une approche logicielle, intelligence artificielle. C'était le 14 juillet, c'est le truc bleu-blanc-rouge en bas des champs. Avec la présence notamment du président Trump. Ouais. À qui je serre la main. Vous avez résisté? Il est passé vite. Mais j'étais préparé, comme Emmanuel Macron la première fois qu'il l'a vu. Nous savions. Peut-être une dernière question justement sur ce thème de la République en marche. C'est en fait l'évolution de la République en marche, plus particulièrement en termes de médias, puisqu'on le voit évidemment avec l'accès instantané à travers les réseaux sociaux à l'information. On a une polarisation des informations et aussi une prise de parti qui est nécessaire. On le voit notamment avec la création au sein de la France Insoumise, par exemple, de Le Média, qui a pour but d'informer les militants. Et c'est aussi ce qui se passe d'ailleurs à la République en marche avec la création d'une école et la diffusion des MOOC. Et on aimerait savoir tout simplement si l'avenir des partis politiques, c'est pas de devenir des médias d'opinion pour survivre. Alors, il y a deux choses différentes. Mais comme la France Insoumise, on veut investir beaucoup sur la formation. C'est pas le média, j'y reviendrai. La formation, c'est donner les moyens à des gens qui s'engagent d'être utiles. C'est le propos que je tenais tout à l'heure. Donc il faut former les élus, mais il faut aussi former les citoyens pour aller vers l'action, pour aller vers le faire. Moi, je veux que ce soit un mouvement du faire. Et donc pour cela, il faut accompagner les MOOC, ou tous les dispositifs de formation servent à ça. Ensuite, il y a la question... par exemple un mail avec voici les 10 arguments à donner à votre belle-mère, à votre oncle, à votre tante à Noël. Ça fait partie de l'information, c'est un média en tant que tel. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Là, je m'adresse à tous les adhérents et je leur donne des éléments de langage. Là, en l'espèce, c'est pas moi qui leur ai donné, mais ça, c'est des éléments de langage que vous avez dans tous les mouvements politiques. Mais ensuite, il y a le rapport aux médias, et le média en particulier. Moi, je ne suis pas du tout gêné par le fait que la France Insoumise lance un média. La seule chose qui pourrait me gêner, c'est si on cache l'opinion du média. Moi, je suis pour des médias d'opinion. Je ne suis pas pour des médias qui ont des opinions et qui cachent le fait d'en avoir. Il y en a. Je ne vais pas vous en citer, mais il y en a. Là, c'est un média politique qui a vocation à défendre, à attaquer, à porter la ligne de la France Insoumise. Ils sont parfaitement légitimes, à la condition, ils le font, d'assumer que c'est un média politique. Mais moi, je suis pour le retour de la politique dans la discussion. Moi, je n'ai pas honte d'être un politique, et je pense que la politique a parfaitement sa place. Il ne faut pas se cacher derrière un paravent, mais la politique, ça n'est pas être membre d'un parti, ça n'est pas être de gauche ou de droite, c'est être un engagé. On va passer aux questions du public, avec avant cela une question de notre partenaire, La Tribune. Bonsoir Christophe Castaner, je pose donc la première question au nom de La Tribune, qui est partenaire des Mardis de l'ESSEC cette année. Ma question est assez simple. L'élection d'Emmanuel Macron, il y a un an, a été marquée du sceau d'une volonté de recomposition de la vie politique française. Un an plus tard, ce que l'on constate, c'est qu'il y a plutôt une décomposition de la vie politique française. Le Parti socialiste est en état de respiration artificielle, les Républicains sont divisés comme jamais, et on ne sait pas très bien qui est réellement l'opposition à la République en marche. Ma question donc est la suivante. Que serait selon vous, si on se projette à 5 ans, l'idéal d'une recomposition politique française? Qu'est-ce qui va naître des décombres de ce qui s'est passé depuis un an et demi dans les partis politiques, et quelle est finalement votre prédiction sur ce que pourrait être le paysage politique dans 5 ans lors de la prochaine élection présidentielle? Merci. Il a la réponse en live par Facebook. D'accord. Mon sentiment, donc je ne peux pas me projeter à 5 ans, et je ne peux pas vous dire ce qui va se passer à 5 ans, ce serait prétentieux de ma part. Mais mon sentiment, et c'est pour ça que j'avais rejoint Emmanuel Macron moi très tôt, je ne pensais pas une seconde qu'il soit président de la République, et encore moins que je sois un jour invité au Mardi de l'ESSEC. Mais mon sentiment est qu'il fallait rompre avec un parti socialiste qui en réalité était ambivalent dans ses positionnements, notamment sur l'Europe, et qu'il fallait constituer un pôle central, progressiste, démocrate.
Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une place pour La République En Marche et d'autres qui peuvent avoir des parcours différents, mais qui sont dans cette position centrale. Je ne parle pas centriste, parce que c'est déjà une position politique. Et puis après, on voit bien qu'il y a de toute façon une droite extrême et une gauche extrême. Mais ça m'ennuie de la qualifier ainsi, parce que je la connote en disant gauche extrême ou droite extrême. Je le fais plus volontiers pour la droite extrême que pour la gauche extrême. Mais du coup, je pense que voilà, on est aujourd'hui dans un système où vous avez un merge central démocrate et que vous avez des formes de populisme qui vont se retrouver sur un positionnement vers la droite et des populismes qui vont se retrouver dans un positionnement vers la gauche. Ça, c'est si on réussit, parce qu'on peut aussi totalement se planter. Si on échoue, cet engagement-là disparaîtra. Rien n'est jamais exclu sur ce sujet. Nous espérons que notre partenaire de la tribune va être heureux de la réponse. Et maintenant, vous y espérez, en rebondissant sur ma dernière phrase, je suis rassuré. En fait, on doit passer aux questions du public, et c'est la raison pour laquelle nous allons vous demander de lever la main, de récupérer un micro et de vous présenter, ainsi que de poser votre question de manière brève et concise. Bonsoir, merci d'être venu. J'ai deux questions. La première est comment distinguer les deux casquettes que vous portez de secrétaire d'État et de délégué général du mouvement. Et la seconde, qui est un peu plus précise, vous avez parlé de l'ISF, de l'impact, de basculer à l'ISI pour avoir de l'investissement dans les entreprises. Mais comment vous vivez comment expliquez-vous les associations qui, par exemple, pourraient se plaindre d'avoir moins de dons, puisque ça constitue une grande partie de leurs dons, des gens qui, justement, pour avoir des réductions par rapport à l'ISF, faisaient des dons à des associations. Sur la première, je suis le chef d'un mouvement politique, je suis un militant bénévole dans mon engagement. Donc de toute façon, j'aurai par nature une autre activité. Il se trouve que je suis membre du gouvernement sur une fonction éminemment politique, celle de secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Il peut y avoir un sujet, c'était une question, de considérer qu'il faudrait que le secrétaire d'État en relations avec le Parlement soit quelqu'un de neutre, parce qu'il a vocation à travailler avec tous les mouvements politiques. Je ne suis pas neutre. Je suis un responsable politique avec un engagement politique, c'est mon ADN même. Par contre, je suis respectueux du président Jacob, du président du Sénat, sans aucune difficulté, et je crois qu'ils me le rendent bien. J'échange régulièrement avec Jean-Luc Mélenchon, encore ce matin. Il n'y a pas de difficulté sur ce sujet. C'est-à-dire que j'ai une fonction que je peux, à mon sens, parfaitement assumer avec des opinions politiques. Quand j'étais porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État, de toute façon, il m'arrivait de descendre dans l'arène et de boxer mes adversaires de la même façon. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté. Par contre, je savais que je ne serais plus capable de mener de front cet engagement militant à La République En Marche, le porte-parole du gouvernement et le secrétariat d'État en relation avec le Parlement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai immédiatement demandé d'être relevé de la moitié de mes fonctions, qui était celle de porte-parole du gouvernement. Sur la deuxième, je sais l'inquiétude, attendons de voir. D'abord parce que les dons en question, généralement, sont des dons qui n'étaient pas faits par les donateurs, parce que quand vous êtes à l'ISF, de toute façon, je vous rappelle que c'est plafonné, le volume de dons. Donc quand vous êtes à l'ISF, ce n'est pas les 7 000 et quelques euros maximum que vous pouvez déduire à travers les dons qui font la différence d'ISF. Donc c'était plutôt les entreprises. Mais moi, j'entends bien l'inquiétude, et je crois qu'il faudra faire un bilan au bout d'un an et voir si ces mesures-là ont asphyxié la politique de dons. Il faudra qu'on prenne des mesures pour compenser et prendre des mesures fiscales qui permettront de favoriser les dons. C'est nécessaire, c'est un engagement. Et c'est utile à la fois pour les associations, mais c'est utile aussi de rappeler à chacun sa capacité qu'il a à contribuer à des actions sociales diverses et variées. On va prendre une autre question. Bonsoir. Merci beaucoup. Ma question porte sur la répartition des pouvoirs en France entre l'exécutif, le Parlement et le parti sous la présidence Macron. Il y a quelques mois, il y a eu un article du Monde dont le titre était « Le trio qui gouverne la France » et qui expliquait que le pouvoir était très centralisé, et notamment entre les mains du trio Emmanuel Macron, Alexis Kohler, le secrétaire général, et Ismaël Emelien, conseiller spécial. Donc, je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que finalement, en tant que secrétaire général du parti et ministre en charge des relations avec le Parlement, vous ne regrettez pas parfois de ne pas tellement peser dans la prise de décision sous ce fonctionnement? Je vais faire une confidence, je pense que si je l'avais souhaité, j'aurais pu être salarié et très proche du président de la République à l'Élysée. Donc si ce que vous décrivez était vrai, et si j'étais avide de vrais pouvoirs,
je pense que j'aurai une fonction dans l'entourage du président de la République, je serai peut-être un de ses conseillers, etc. Ça n'est pas le cas, parce que j'ai fait le choix de l'engagement, de retourner devant les électeurs dans ma circonscription, où Emmanuel Macron a fait un très mauvais score, il est arrivé 3e. Beaucoup ont craint, le soir du premier tour, j'avais toute la presse nationale qui était là pour voir mourir la bête. Et du coup, j'ai voulu retourner dans l'action, dans le faire, qui est le cas du fonctionnement. Et donc après, on est dans la Ve République. Le pouvoir du président de la République est lié à sa légitimité politique. Celui qui a été élu président de la République, c'est Emmanuel Macron. Ce n'est pas moi qui ai été élu secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Donc il faut assumer et pas se cacher derrière son petit doigt le fait que dans la Ve République, le président élu a un pouvoir exceptionnel, notamment celui de nommer le Premier ministre, le gouvernement, et d'avoir une capacité de décision sur un certain nombre de grands sujets, de grandes décisions. Ensuite, il faut trouver ce point d'équilibre. Et il l'a défini dès le premier Conseil des ministres, et je crois qu'il s'y tient, sur le thème « Je suis là pour fixer des grandes orientations, le Premier ministre est là pour gouverner le gouvernement, et le gouvernement est là pour mettre en œuvre les politiques sur lesquelles nous avons été élus. » Souvent, j'ai des questions sur un certain nombre de sujets, mais qu'est-ce que vous pensez d'eux? Quand je m'exprime au nom du gouvernement, je ne pense pas. Je dis ce sur quoi nous avons été élus, et ce sur quoi Emmanuel Macron s'est engagé avec les Français. Donc au fond, ça peut nous empêcher d'avoir besoin de réfléchir. Mais on peut tenter de réfléchir aussi. Donc on est dans un système, la Ve République, où vous avez un exécutif puissant, un Parlement contributif, mais on n'est pas dans un régime parlementaire. Et ensuite, il y a la question du mouvement politique. Quand vous êtes le mouvement politique de la majorité, vous êtes tenu à un lien fort, étroit, avec l'exécutif et avec le Parlement. Vous avez moins de liberté. Je vous le dis, il y a moins de liberté d'expression, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas dire tout ce qui vous passe par la tête. Et parce que vous êtes le parti de la majorité, vous avez aussi la capacité d'influencer ce que n'a pas une opposition, et dont vous avez plus d'utilité. Donc ça peut paraître frustrant sur certains sujets. Si je suis d'accord, je ne vais pas hésiter à m'exprimer publiquement sur le sujet. Si je ne suis pas d'accord, je vais vous faire une confidence. Je le dirai au président de la République ou au Premier ministre, je ne le dirai pas tout de suite à la presse. Bonsoir. Ma question c'est, est-ce que pour vous, l'ubérisation est synonyme de précarisation? Quelle est votre position, celle du gouvernement, si les deux diffèrent? Et qu'est-ce qui est fait actuellement pour contrer ce phénomène? Voilà, merci. D'abord, il faut vivre avec les évolutions technologiques, les évolutions de pratiques et tout le bienfait que ça apporte. Aujourd'hui, vous voulez vous faire livrer, je ne vais pas prendre Uber parce que je ne voudrais pas faire trop de pub, et puis surtout pas mettre tous les chauffeurs de taxi à dos, mais je vais être provocateur, je pense qu'il y a eu une montée en gamme dans le transport des personnes depuis quelques années parce qu'il y a des concurrences plus actives. Mais je prends l'exemple de la livraison de repas, il y a quelques années, en gros le dimanche soir, pour regarder un match de foot, vous pouviez vous faire livrer des pizzas, c'était tout. Aujourd'hui, il y a un choix un peu différent avec un certain nombre de prestataires qui vous proposent des solutions différentes. Donc il faut vivre avec. Le vrai problème, c'est que vous avez des structures qui font de l'optimisation fiscale et qui font du détournement social. Aujourd'hui, la question d'Uber, c'est à la fois la question de la concurrence qui est quelquefois injuste, donc ça, il y a la loi Grand Guillaume qui permet aujourd'hui de retrouver un cadre plus juste avec les taxis, mais surtout, vous avez un contournement organisé de toutes les règles sociales. Et donc, il n'est pas question de dire, au nom d'une forme de modernité d'usage, il faut accepter qu'on enfreigne toutes les règles sociales, fiscales, qui font l'organisation de la société et qui sont essentielles à la société. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut faire évoluer un certain nombre de données, notamment dans le Code du travail. J'en ai parlé, j'en ai présenté quelques-unes. Mais nous avons besoin de garder des liens juridiques qui soient respectueux du travail du travailleur comme du patron dans son engagement. Ce qui n'est pas le cas dans l'organisation qui a été mise en place notamment par Uber, par un système de rémunération qui refuse le lien professionnel avec le chauffeur et qui au fond contourne les règles sociales. Donc il faut faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, à ne pas dire il n'est pas question, enfin à dénoncer Uber, Airbnb, etc. Ce sont des nouveaux usages, ce sont de nouvelles ressources. Ce sont 10 000 jeunes par exemple de Seine-Saint-Denis qui ont trouvé un emploi en créant leur emploi avec Uber, mais il faut exiger que le droit fiscal et le droit social soient garantis pour chacun. C'est ce que nous avons fait avec les plateformes, par exemple, de logement il y a quelques temps. Il faut, pas longtemps, il faut qu'on soit sur tous ces sujets très exigeants de cela. Merci beaucoup, Christophe Castaner. Nous recevrons la semaine prochaine Jean-Paul Agron,